climatique s'accélère. Les employés travaillent au minimum 48 heures par semaine. 4 mètres carrés par animal. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. C'est ridicule. Somebody's got to do something about Antifa and the left. On s'est mis en grève. Hello tout le monde, c'est parti. Je vous mets avec Philippe, Louise et William pour cette interview. Et elles sont là. Je te passe la main, Louise. Let's go. Ah bah écoute, c'est moi qui commence, Allez, c'est parfait. un tour de table peut-être. Vous pouvez commencer par vous présenter, c'est parti. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, en tout cas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette invitation, Marcel. Moi, pour rapidement me présenter, bah, écoutez, ouais, je m'appelle Louise Bihan, je suis photojournaliste de lutte sociale et streameuse à mi-temps. Voilà. Et je parle de politique, je parle de plein de choses, je parle de discrimination, etc., etc. Et du coup, voilà. Je suis là ce matin aussi parce que j'avais proposé initialement à William de venir intervenir sur ma chaîne ce matin avant de voir qu'effectivement Marcel avait déjà prévu. Donc je me suis un peu greffé au truc. Et puis voilà. Évidemment, comme on dit à la radio, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Philippe qui est en face de moi sur l'écran virtuel. Si tu peux te présenter aussi. Ouais, donc moi je suis Philippe. Je stream, bah il y en a beaucoup qui me connaissent là ici. Vous aurez remarqué, j'ai le t-shirt Marcel, moi, hein, je suis corpo quoi. Donc je stream dans le cadre d'un collectif, le collectif MAP, que je tiens, voilà, dont je tiens à mettre en avant aussi ce matin, puisque les différents streams qu'on a pu mener autour de la question, autour des questions de racisme, qui ont été en grande partie construits par Andrea, Mehdi, qu'est-ce que t'en dis, JC, quoi. Donc je tiens à les associer ici. Moi, je suis que la présence aussi de MAP ce matin, et je suis très très content qu'on puisse échanger. Je pense que la voix de William est absolument essentielle en ce moment. William, si tu veux prendre la main. Bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle William Acker, je suis juriste. Je viens d'une famille de gens du voyage et je suis donc militant pour les droits des gens du voyage, que j'appellerai pendant tout ce stream voyageurs, parce que c'est plus simple pour moi, mais on peut aussi dire gens du voyage, c'est pas très grave. Voilà. Ok, ça marche. De toute façon, je pense qu'il y a un moment, on va peut-être se permettre de faire un petit point de définition, un petit point interne pour voir vraiment que ce soit clair auprès de tout le monde. Avant tout ça, pour commencer, je voulais peut-être te faire réagir. Donc, en février dernier, c'est une information qui est sortie il n'y a pas très longtemps. En février dernier, Angela Rostas, qui a été assassinée par des chasseurs d'extrême droite, une mère de famille rome qui a été tuée par 2 coups de feu par des chasseurs le 22 février à Chenex en Haute-Savoie. Je vous lis l'extrait de l'article de Révolution Permanente, là, le début de l'article que j'ai sous les yeux. Le 22 février à Chenex en Haute-Savoie, Angela Rostas, enceinte de 7 mois, est en train de préparer le dîner pour sa famille quand elle entend 2 coups de feu venant de l'extérieur. Elle sort sur le seuil de son mobil-home pour identifier l'origine du bruit. Depuis la forêt, 2 hommes tirent au fusil de chasse sur la mère de famille de 40 ans. Angela Rostas est touchée au niveau de l'abdomen par un gros calibre, de ceux utilisés en Amérique du Nord pour tuer des ours, explique une source proche du dossier. Elle meurt dans l'ambulance, laissant derrière elle 2 adolescentes, Denisa et Rada. Toi, à ce niveau-là, sur ce fait divers, sur ce meurtre, c'est quoi ta réaction? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve, comment dire? C'est quoi ta réaction et qu'est-ce que ça dit de la perception qu'on a des voyageurs, du coup, dans la société? Bon, alors, il y a plein de choses à dire sur ce meurtre. Déjà, il y a plein de choses à dire sur les crimes racistes qui visent des voyageurs, des Roms, des Tziganes, des Manouches, etc. Parce qu'il y a une longue histoire de cette criminologie. Ça commence dans les années de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a eu un génocide. Et ça se poursuit pendant toute l'après-guerre avec des faits qui sont peu ou pas relayés. Alors, par exemple, un fait qui est comme ça impressionnant, c'est en 83, en mars 83, à Marseille, il y avait une série d'attentats racistes
qui a été fait par le groupe Charles Martel, donc qui était un groupe d'extrême droite, et qui visait explicitement les populations d'origine étrangère, et a fortiori d'origine nord-africaine, et donc qui posait des bombes dans des cités, ou des cités de transit, ou des cités où les gens vivent. Et un de ces attentats avait fait deux blessés, enfin un enfant blessé et un mort, un enfant aussi. Et donc, avait été une des étincelles de la marche pour l'égalité en 83. Et ce qu'on oublie, c'est que l'enfant qui était mort en 83, c'était un gitan. Et en fait, si on retrace l'histoire des crimes racistes, alors évidemment, on peut le croiser aussi avec l'histoire des crimes policiers aussi, puisque un certain nombre de voyageurs ont été tués lors d'interventions de forces de police, avec des situations de légitime défense très contestables, et surtout une disproportion des moyens à chaque fois, puisque dès lors que la police intervient auprès des voyageurs, elle intervient avec le GIGN. C'est quasiment automatique, même pour une simple expulsion, par exemple. Donc, il y a toujours une disproportion des forces qui entraîne aussi des accidents, parfois dans ce sens. Et puis après, eh bien, en 2015, on peut parler aussi de la tuerie de Roy, où à Roy, dans le nord de la France, une personne est rentrée sur une aire d'accueil et a assassiné 4 personnes, dont une femme aussi, qui était enceinte. Il a tiré également sur un enfant, il a tué un autre homme, et il a tué aussi un gendarme qui arrivait pour intervenir et le faire cesser. Et le juge a reconnu la haine viscérale des gens du voyage de ce monsieur. Donc, c'est des crimes de haine, on en a plein. Et finalement, Angela Rostas, elle arrive en février, elle se fait tuer en février. Nous, on a alerté depuis déjà plusieurs années. Alors, quand je dis nous, parce que je travaille dans une association de défense des droits qui s'appelle Association nationale des gens du voyage citoyen, mais avec d'autres assos, notamment la Voix des Roms, on a alerté depuis plusieurs années, parce que depuis plusieurs années, en Haute-Savoie, il y avait toute une série de tirs contre des caravanes, des gens du voyage, des personnes aussi roms, pas forcément voyageuses, mais qui vivent de différentes manières. Et toutes ces personnes étaient visées depuis plus de 2 ans. Et sur Twitter, on notait aussi des gens qui se vantaient que leurs voisins allaient faire la chasse aux roms ou aux voyageurs le week-end, prenaient leur carabine pour aller tirer sur les gens. Donc déjà, nous, on alertait depuis 2 ans. En février, quand ça arrive, on essaye de faire sortir cette affaire du silence médiatique. Et elle sort enfin du silence médiatique 4 mois plus tard, lorsque d'une part, les juges ont reconnu, poursuivent les 2 auteurs des faits, qui sont 2 chasseurs d'extrême droite, parce qu'on a regardé leur Facebook depuis, ils étaient bien d'extrême droite aussi. Ce sont 2 chasseurs d'extrême droite, on les poursuit pour des crimes racistes, parce que le motif de la haine raciale est avéré. Hein. Et donc, un article du Parisien sort et remet en lumière cette affaire 4 mois après le décès. Là, 4 mois après le décès, un député LFI s'en saisit et puis met en lumière ce truc-là en disant, voilà, on n'en parle pas dans les médias. Et là, ça a fait toute une polémique. On lui est tombé dessus en disant c'était une instrumentalisation antisémite, etc. Il nous joue le coup du 2 poids 2 mesures, etc., etc. Alors peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger de ça, mais tout ce qui est la seule vérité, c'est qu'Angela Rostas, on parvient à la faire sortir du silence médiatique et tout de suite, elle est salie, elle est renvoyée à quelque chose qui n'est pas important. Voilà. Et pourtant, c'est un crime, c'est un fait majeur qui doit nous interroger. Et puis surtout, c'est un fait majeur au regard de l'histoire de l'antiziganisme en France. Peut-être juste sur la question médiatique, donc j'imagine que vous avez fait tout un travail du coup pour faire parler de ce cas-là. D'après toi, pourquoi ça a mis autant de temps en fait à ce qu'on en parle? Déjà, on en a parlé grâce à votre travail, mais pourquoi ça a mis autant de temps selon toi? Globalement, je crois que à partir du moment où on dit que c'était une femme rom, ça renvoie à tout un imaginaire de la misère sociale, de l'exclusion, de la marginalité, des stéréotypes, de la mendicité, du vol, etc. Et du coup, ça renvoie à quelque chose de pas important, quoi. Voilà. Et je pense que clairement, son cas n'avait peu d'importance. Quelques médias locaux l'ont couvert au moment de son décès, mais on n'a pas eu de grosse investigation, on n'a pas senti des collectifs locaux se mettre en place pour manifester. Et d'ailleurs, quand on regarde, quand on interroge les journalistes qui ont travaillé un petit peu sur le sujet, ils vous disent qu'en local, c'était presque, ils entendaient des gens contents, quoi. Voilà. Donc, nous, quand on regardait les réactions sur les réseaux sociaux, c'était des gens qui se félicitaient
Et on avait des commentaires déshumanisants, voire même justifiant tout à fait ce type de crime. Donc, je pense que la haine des Roms, des voyageurs, des Manouches, etc., tout ça, c'est une haine qui est tellement ancrée, mais parce qu'elle est tellement ancienne et qu'elle n'est tellement pas remise en question, qu'elle devient presque une expression acceptable, tellement elle relève d'une part d'inconscient important dans notre imaginaire collectif, en fait. Et je pense qu'Angela Rostas, elle a révélé ça. Vraiment, l'espèce d'indifférence que suscite le sort des concitoyens roms ou voyageurs en France. Ok. Philippe? Ouais, ouais, non, justement, partir un petit peu sur ça. Bon, cette indifférence qui va jusqu'à le député Hervé Marseille qui nous explique qu'il est hors de question que l'Assemblée nationale se transforme en camp de gitans, quoi. Donc, bon, on va parler un petit peu ça de cette. De ce racisme, ce racialisme très particulier qui pèse sur les voyageurs. Je voudrais juste, avant qu'on parle du recensement de 95, puis de la loi de 1912, etc., est-ce que tu peux quand même nous faire un petit point plus historique sur l'histoire en fait de la présence des Romani, des Manouches en France. Et ensuite, après, on partira sur la façon très particulière que tu as d'articuler le fichage administratif d'une forme de racialisme. Mais peut-être déjà nous mettre un petit peu dedans aussi. Oui, bien sûr. Déjà, pour les termes, je pense que c'est important. Il y a plein de termes, Digan, Rom, Manouche, Gitan, Sinté, Yéniche, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, juste pour faire un tout petit peu de lexique pour que les gens qui nous écoutent comprennent, en gros, il y a des termes qui sont juridiques et administratifs. Le terme nomade est un terme juridique qui a été créé en 1912. Le terme gens du voyage est un terme administratif qui n'est pas choisi par les voyageurs eux-mêmes, qui a été créé en 69 et qui perdure. Et dans ces termes-là, dans ces catégories-là administratives, il y a plein de gens de plein de communautés différentes et même des gens qui n'appartiennent à aucune communauté et qui s'en revendiquent pas de communauté, des individus en fait qui ont des origines très différentes les uns des autres. Donc déjà, quand on dit la communauté des gens du voyage, on se trompe. Ça n'existe pas. Il y a des communautés peut-être dans cette catégorie administrative, mais il n'y a pas une communauté unique. Non, ça n'existe pas. Une fois qu'on a dit ça, après on regarde qui sont concernés par cette appellation. On va avoir des personnes d'origine romanie. Donc c'est un grand ensemble, l'origine romanie. Ce sont des groupes de personnes qui sont partis il y a 10 siècles en arrière, probablement du nord de l'Inde, puisqu'ils ont une base linguistique commune qui est un dérivé du sanskrit, donc une langue qui est parlée dans le nord de l'Inde, et qui aujourd'hui constitue une des plus grandes minorités d'Europe, puisqu'il y a à peu près 10 millions de personnes qui sont d'origine romanie en Europe, et donc, selon les aires géographiques, vont avoir différents noms. Les Calais, les Manouches, les Sinté, les Calderaches. En 71, une union romanie se crée et décide de créer un générique, le mot Rome. Donc, depuis 71, on utilise le mot Rome dans les institutions européennes. Il faut faire attention parce que ce mot Rome est un mot politique et il n'est pas utilisé par tout le monde, même en France. Et puis ensuite, il y a les groupes non romani, donc des gens qui n'ont pas d'origine romanie, qui sont soit des peuples, on peut dire, autochtones au territoire, dont on retrace en tout cas l'origine historique au territoire. On ne va pas plus loin. C'était le cas, par exemple, des Yéniches, qui viennent du bassin Suisse, Allemagne et France, voilà, qui constituent une des plus grandes minorités chez les voyageurs. Et puis après, on a ce terme, et puis c'est le cas aussi, par exemple, des Irish Travelers en Grande-Bretagne, qui sont reconnus comme peuple autochtone, d'ailleurs, en Grande-Bretagne. Et en France, dans tout ça, nous, on utilise le terme voyageur. Ça désigne tous ces groupes-là qui ont aussi un rapport à ce qu'on appelle le voyage. Et le voyage, chez nous, c'est pas simplement voyager. Le voyage, chez nous, c'est toute une façon de vivre, une façon d'être, une culture commune et partagée qui existe depuis très longtemps en France. Tous les voyageurs aujourd'hui ne sont plus du voyage. C'est ça aussi qui est compliqué. Enfin, ils sont du voyage, mais ne voyagent plus physiquement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre qui vivent aujourd'hui en maison, mais qui ont hérité de cette culture. Voilà. Et puis, il faut aussi préciser que tous les Roms ne sont pas nomades, tous les Roms ne vivent pas en caravane. Il y a une grande diversité dans les modes d'habitat, les modes de vie.
Il y a une diversité religieuse, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des catholiques, il y a des évangéliques, il y a des athées, il y a une diversité linguistique. Voilà, c'est une très grande richesse, ce monde du voyage. Et malheureusement, on ne le perçoit jamais. Voilà. Donc ça, c'est important de poser les bases déjà là-dessus. Ouais. Non, c'était important que tu repartes sur ça. Bah, écoute, parce que il y a plein de choses, moi, que j'ai envie que tu développes. Je sais plus si c'est toi ou dans une des interviews que j'avais entendues qui racontait ce qui pouvait se passer quand des gens de communautés différentes se retrouvent autour de la même table et comment on se regarde en chien de faïence au début, puis après ça sort un petit peu et c'est des choses qu'on pourrait un peu développer. Mais peut-être à la limite, on peut se garder ça sur la suite quand on parlera justement de la force d'agir, etc. Moi, je voudrais juste que tu reviennes et comme ça, on va le poser là maintenant parce que je vois que sur le chat, il y a des premiers trucs qui ont été posés. Et je vais essayer je vais prendre un chemin peut-être un peu inhabituel pour pouvoir te poser la question. Dans le petit collectif, on a de la chance d'avoir des gens qui habitent au Japon, qui nous ont traduit des petits textes, qui nous ont permis de commencer à travailler sur les burakumin au Japon, qui sont un type de population, en fait, sur un système de caste qui était mis à l'écart et qui était mis à l'écart en vertu d'une activité à laquelle ils étaient contraints. En général, c'était le travail du cuir, etc. Et donc, ils étaient ségrégés pour cette raison. Il y a eu une forme de racialisation par l'intermédiaire de la nomination. On a inscrit des idéogrammes à l'intérieur de leur nom de famille. En général, c'est les idéogrammes main, œil, etc., etc. Et au XIXe siècle, la question pour cette communauté de burakumin, ça a été est-ce qu'on se débrouille pour essayer de faire en sorte que notre activité qui est considérée comme impure, elle ne le soit plus pour être moins ségrégée. Mais si on fait ça, on perd le monopole sur notre activité et le racisme risque de continuer, ce qui s'est effectivement passé. Et dans les années 70, il y avait encore des chefs de recrutement au Japon qui missionnaient des généalogistes pour aller chercher à l'intérieur des noms de famille s'il n'y avait pas une modification et s'ils n'étaient pas issus de burakumin. Là, je pense qu'il y a une certaine façon, à travers cet exemple-là, que je ne vais pas aller plus loin, il faudrait tout développer tout ça, il y a une certaine façon d'aller, on va dire, pas seulement racialiser une population par la construction d'une activité, par un jeu de fichage, par l'inscription dans un nom de famille, etc. Est-ce que tu pourrais revenir sur la façon dont tu parles du recensement, notamment le fait que d'un côté, il y ait nomades et de l'autre côté, marchands ambulants et forains. Est-ce que tu peux revenir sur ta démonstration pour nous expliquer en quoi la construction administrative de la catégorie, d'abord nomade, puis gens du voyage, a quelque chose de l'ordre d'une racialisation et revenir peut-être un peu historiquement. C'est intéressant. Alors, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que les premières familles manouches, donc nous on dit manouche, le terme signifie homme en fait en langue manouche. Donc les premières familles manouches, elles apparaissent en France au XVe siècle, donc très ancien. Et puis ensuite, elles font leur vie pendant tout ce temps-là. Elles sont acceptées, parfois rejetées, etc. Et puis, d'autres collectifs romaniques qui arrivent en France, notamment au XIXe siècle, et notamment à la suite de la fin de l'esclavage des Roms dans les anciennes principautés roumanies, donc qui arrive à peu près à la moitié du XIXe siècle. On a des migrations comme ça qui arrivent en France. Et donc, il y a un amalgame qui est fait entre des familles manouches, les familles romaniques qui migrent, des familles yéniches qui sont déjà présentes, des travailleurs qui travaillent à la journée et qui vivent de manière itinérante. Et tout ça va être mis dans le même sac et il va y avoir une montée en bourriche, un peu à l'image de ce qui se passe depuis quelques années en France sur les musulmans, c'est-à-dire vraiment, on se monte le chou dans les médias, etc. On en fait des caricatures, on fait attention, enfin voilà, il y a une attention vraiment beaucoup plus forte de la caricature qui émerge, etc. Et en 1895, l'État va décider de faire un grand recensement de ceux qu'on appelait alors les bohémiens et romanichels. C'était le nom qu'on donnait à toutes ces personnes. Et donc, on va faire un grand recensement à l'échelle nationale. Et derrière, il va y avoir toute une réflexion au sein du Parlement pour savoir comment, juridiquement, on appréhende ces personnes-là. C'est ce groupe hétéroclite qu'on appelle bohémien, romanichel, tzigane, enfin, comment on les appréhende. Et donc, on va les appréhender sur des critères de droit objectif, c'est-à-dire leur façon de travailler, leur façon de bouger, leur façon d'habiter, etc. Et on va créer un statut juridique spécifique. Il va y avoir 3 statuts. Il va y avoir le statut donc, de marchand ambulant, le statut de forain
et le statut de nomade. Le statut, et tout ça, c'est créé en 1912 dans une loi. Hein. La particularité du statut de nomade, c'est que c'est un statut ethnique, parce que le décret d'application prévoit que ce sont explicitement les bohémiens et romanichels qui seront visés. Alors, c'est un statut, mais il n'est pas parfait, parce qu'il va y avoir aussi un certain nombre de personnes qui n'avaient pas d'origine romanie qui vont se retrouver dans ce statut, et qui peu à peu vont devenir aussi, par la force des choses et par la force du statut, vont s'incorporer dans cette grande communauté du voyage. Voilà. Donc, on a plein d'origines différentes chez nous, c'est ça qui est intéressant. Mais en 1912, ce statut est un statut ethnique, et c'est un statut héréditaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, on le transmet à ses enfants. Et c'est un statut qui est assorti d'un outil de fichage. La première pièce d'identité française, le carnet anthropométrique. Parce qu'on est dans une période où les Français n'ont pas encore de pièce d'identité. Et donc, on crée un carnet anthropométrique qui est une forme de passeport de l'intérieur pour les nomades et qui est extrêmement restrictif dans la vie quotidienne, puisque lorsqu'on arrive dans une ville, il faut faire tamponner ce carnet et obtenir un visa pour une autorisation pour stationner maximum 48 heures. Et donc, on est systématiquement obligé de partir tous les 2 jours, des communes où on arrive, des villes où on arrive. Et ce qui fait qu'il y a une forme d'itinérance forcée aussi, où les gens sont obligés de bouger, mais parce qu'ils sont forcés à partir. Voilà. D'autre part, ce carnet-là, il est assorti d'outils de signalement dans l'espace public. Les nomades doivent avoir des plaques d'immatriculation spécifiques afin qu'on puisse les reconnaître dans l'espace public. Et il est assorti évidemment de toute une forme de contrôle policier très poussé, où on contrôle à la fois toutes les étapes de la vie, etc. Et puis les nomades sont aussi fichés en tribus. Donc on parle de tribus à l'époque, donc ils sont fichés ensemble dans une même famille et sont très souvent contrôlés et parfois envoyés en prison pour défaut de présentation du carnet, etc. Donc tout ce fichage-là va être dans un fichier central qui ensuite, pendant les périodes de persécution de la Seconde Guerre mondiale, vont servir pour commencer à interner toutes ces familles fichées dans des camps d'internement qu'on appelait alors camps de concentration, spécifiques aux nomades ou pas, d'ailleurs, avec des fois des camps où on avait des personnes juives, des personnes nomades et autres. Mais vous avez bien compris que ce terme de nomade, c'est un terme artificiel, c'est un terme politique, donc, puisqu'il est artificiel, il est créé par le droit, et toutes les personnes qui sont à l'intérieur, pour elles, nomade, ça veut pas dire... Du coup, William, on pourrait peut-être dire qu'on définit les marchands et les forains, les marchands ambulants et les forains à partir de leur activité. On pourrait très bien dire, hein, je me fais l'avocat du diable, que nomade est défini par rapport à un mode de vie. Et il me semble que tu insistes beaucoup sur le fait que non, on n'a pas une définition d'une population par rapport à un mode de vie, mais il y a racialisation. Je ne sais pas si tu veux développer sur ça. Alors, en fait, en gros, hein, les forains, ce sont ceux qui travaillent dans le domaine forain, donc c'est un domaine bien spécifique, bien défini par le droit. Les marchands ambulants, c'est pareil, ont une activité professionnelle bien spécifique, bien définie par le droit. Et tout le reste, tous ceux qui ne rentrent pas dans ces catégories, sont nomades. Okay. Sauf que dans le décret d'application de ce texte, on explicite clairement que ceux qui sont visés par la catégorie de nomade sont les bohémiens et romanichels. Et surtout, on explique que par nature, leur activité professionnelle est suspecte. Et donc, on criminalise tout de suite et on laisse le soin à l'administration de déterminer dans l'espace public qui est nomade, de qui est forain, de qui est marchand ambulant. Ce qui fait que tout de suite, il va y avoir une pratique racialisante de l'administration qui va dire, lui, il a tel nom de famille, lui, il a telle tête, lui, il est mat de peau, lui, il parle de telle manière que c'est sûr que c'est, de toute façon, on peut pas douter que c'est un nomade. Voilà. Et donc, ce fichage, il va se faire aussi comme ça et il va perdurer parce que, en fait, il va perdurer jusqu'à très récemment, et il continue de perdurer aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, l'administration définit qui sont les gens du voyage, et bien souvent, elle le définit sur des critères de race. Parce que, en fait, vous savez que dans l'administration, par exemple, on a créé une catégorie aujourd'hui qui s'appelle gens du voyage sédentaire. Ça, quel sens ça a, si ce n'est pas une appréhension racialisante? Soit on est gens du voyage, soit on ne l'est pas. Mais quand on est gens du voyage sédentaire, c'est bien qu'il y a autre chose qu'on appréhende. Voilà. Et en fait, c'est une pratique, vraiment. Pendant très longtemps, dans tous les commissariats de France, on avait la liste des noms de famille des voyageurs de la région. Et aujourd'hui, si vous êtes un voyageur, vous portez certains patronymes dans certaines régions, quand vous vous faites arrêter par la police, ils connaissent très bien vos familles. Enfin, ils ont une connaissance très, très fine du territoire et très fine des noms de famille. Donc, c'est très difficile d'y échapper. Il y a un processus de racialisation très ancien. Voilà. Et donc, à partir de 1912, ce processus-là, il va s'accentuer,
bien que les voyageurs aient participé à la Première Guerre mondiale, par exemple. Hein. Donc, quand la guerre éclate, ils cessent d'être nomades pour redevenir citoyens. Quand même, le statut nomade, c'est un statut de sous-citoyen. Hein. Donc, ils cessent d'être nomades pour redevenir citoyens, pour aller à la guerre, se battre pour leur pays, et dès que ça finit, ils redeviennent nomades. Hein. Mais dans le même temps, les bohémiens, Roman Michel, donc d'Alsace-Lorraine, qui fuient l'Alsace-Lorraine, eux, sont déjà mis dans des camps de concentration. Et notamment dans un camp dans la Drôme, à Cré, qui est spécifique pour les Roman Michel d'Alsace. Voilà. Parce que déjà, alors, on suspecte que leur itinérance, le fait qu'ils soient mobiles, qu'ils vivent dans des roulottes, etc., et qu'ils passent les frontières aussi, hein, c'était un truc très particulier des voyageurs, on suspecte qu'ils pourraient renseigner l'ennemi. Et donc, on jette sur eux une suspicion de trahison. Voilà. Et là, je voudrais attirer vraiment votre attention parce que l'antisémitisme et l'antiziganisme ont une construction très similaire, en fait. Et donc, si on veut comprendre le processus d'antiziganisme et les processus de racialisation dans l'antiziganisme, il faut vraiment regarder les processus à l'œuvre dans l'histoire de l'antisémitisme en Europe. Et d'ailleurs, un certain nombre de tropes, un certain nombre de stéréotypes anti-tziganes sont construits sur des tropes antisémites. Par exemple, la question du peuple errant, du peuple sans terre, et donc du peuple qui peut trahir. Ça, c'est vraiment une continuité logique dans les stéréotypes anti-tziganes. La question du vol d'enfants, qui se rapproche évidemment, qui fait évidemment penser à la question du sacrificateur d'enfants chez les stéréotypes antisémites, mais il y en a plein d'autres comme ça. Voilà. Donc il faut vraiment regarder, les processus de racialisation sont très similaires. Voilà. Et donc j'en veux pour preuve, et là on l'aura, et c'est l'histoire du XXe siècle qui nous le révèle, quand les statuts raciaux sont créés sous le Troisième Reich, on va créer un statut racial juif, hein. Donc, on va déclarer que les Juifs appartiennent à telle catégorie raciale, etc. Évidemment, on les infériorise et on va les faire entrer dans les camps, processus d'extermination, etc. Mais c'est le même processus pour les Zigeuner, donc les Tziganes. Et on crée en Allemagne la catégorie, le statut racial de Tzigane. C'est aussi pour ça que ce terme-là, aujourd'hui, en Allemagne, il n'est plus du tout utilisé. Et que dans beaucoup de pays d'Europe, on le rejette complètement parce que c'est un terme raciste. C'est un statut racial. Voilà. Et donc, il est en quelque sorte poinçonné du sceau de l'infamie, quoi. Voilà. Et donc, il y aura aussi une extermination de ceux qu'on appellera les tziganes. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, c'est très important. Si on veut comprendre l'antiziganisme, il faut comprendre l'antisémitisme. Les deux vont vraiment de pair. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a aussi un trouble sur la compréhension de ce qu'est l'antiziganisme, parce que vous me voyez, on a souvent tendance à penser que la question du racisme, c'est une question de couleur de peau. Bon, je présente blanc, hein, on va se dire les choses. Moi, je ne subis pas de contrôle au faciès, je ne subis pas de stéréotypes sur un phénotype. Mais par contre, le racisme, il s'exprime différemment. C'est quand je vais me rapprocher d'une caravane, quand je vais me rapprocher de ma famille, quand je vais être dans certains espaces sociaux, quand je vais être identifié comme voyageur, tout de suite ça revient. Voilà. C'est un peu la même chose pour l'antisémitisme. Ça ne se voit pas sur la tête des gens qui sont juifs et ils subissent un racisme bien particulier qui ne se base pas que sur des questions phénotypiques. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que c'est si difficile à saisir pour le grand public, je pense, la question de l'antiziganisme. Juste pour revenir un petit peu, donc tu as fait, c'était super intéressant, tu as fait un peu tout l'historique, notamment du cadre légal, comment ce cadre légal a accompagné la vision racialisante qu'on a des voyageurs. Peut-être juste revenir sur aujourd'hui, c'est quoi le cadre pour les voyageurs? Il me semble que la loi, le décret de 1912 a été aboli, je crois. Il n'y a plus les carnets anthropométriques, tout ça. Aujourd'hui, les voyageurs, ils sont reconnus comment par la loi? Alors, en 1912, donc effectivement, il y a ce statut qui est aboli en 69 et qui est remplacé par une catégorie administrative de gens du voyage qui va être en fait la continuité. Pourquoi on remplace déjà? Parce qu'on remplace parce qu'il y a eu les persécutions de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a plein de choses à se reprocher.
Parce que ça fait encore, il faut comprendre que dans le carnet anthropométrique nomade, on mesurait les membres. Donc, il y avait vraiment de l'anthropométrie raciale. Et donc ça, on veut l'effacer, quoi. Voilà. Donc, on remplace, on crée la catégorie administrative de gens du voyage. En plus de ça, on va créer une manière d'appréhender les gens du voyage dans le droit. Donc, on enlève toutes les questions raciales. Là, pour le coup, hein, dans les textes, il n'y a plus aucune question raciale. On ne parle plus de bohémien, plus de romanichel. On parle vraiment des critères liés au mode d'habitat, à la façon de voyager, à la façon de travailler. Et on va créer 3 carnets et livrets de circulation. Donc, il y a 2-3 types différents qui remplacent en fait le carnet anthropométrique, tout simplement. Ces carnets, et on va créer aussi des règles discriminatoires, notamment liées à la domiciliation, qui font que les voyageurs n'auront pas effectivement le droit de vote pour une majorité d'entre eux jusqu'en 2012. Voilà, en gros. Hein. Parce qu'il fallait rester 3 ans d'affilée sur une même ville pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. 3 ans de rattachement continu. Voilà. Donc ça, c'était pas possible. Et par ailleurs, la majorité au droit de vote pour les voyageurs, c'était 19 ans et pas 18, puisqu'il fallait, à partir de ces 16 ans, rester 3 ans dans une ville. Voilà, bon bref. Donc il n'y avait pas le droit de vote. Par ailleurs, les carnets et livrets de circulation, jusqu'en 2017, il fallait pointer tous les 3 ou 6 mois au commissariat pour les voyageurs. C'était obligatoire. Voilà. Montrer qu'il est dans la même ville. Et de contrôle social obligatoire. Et ça, peu de gens le savent, mais ça a duré jusqu'en 2017. Et puis en 2017, on a aboli la question. La loi de 69 a été complètement supprimée parce que des associations de voyageurs se sont mobilisées, ont amené la loi devant le Conseil constitutionnel qui a été partiellement sanctionnée, et puis ensuite, on fait du lobbying pour qu'elle soit supprimée. Et donc, on a supprimé cette question de la domiciliation, les carnets. On a supprimé également le quota de gens du voyage par ville, parce qu'avant, il y avait un quota de 3%, où un maire ne pouvait pas domicilier plus de 3% de son corps électoral, gens du voyage, pour des questions de risque de fraude électorale, qui n'ont jamais été avérées, mais en tout cas qui étaient fantasmées, on va dire, par la droite. Et donc, tout ça, ça a été aboli. Et aujourd'hui, qui sont les gens du voyage au terme du droit? Ce sont les gens qui vivent en habitat mobile de manière traditionnelle. Et pour nous, c'est écrit comme ça, hein, sur l'article 1 de la loi Besson. Et pour nous, ce traditionnel… C'est raciste, il est raciste. C'est racialisant. C'est-à-dire que Oui. ça insinue que c'est un mode de vie qui est transmis de génération en génération. Et donc, on réintroduit un critère générationnel. Ça veut dire aussi que quelqu'un qui vit en maison et qui décide de vivre en caravane comme les voyageurs ne sera jamais considéré comme un genre du voyage par l'administration. Et l'approche ethnique ou racialisante de l'administration a jamais disparu, à tel point que je le disais tout à l'heure, l'administration a dû créer des catégories intermédiaires, gens du voyage semi-sédentaires et gens du voyage sédentaires, parce qu'un certain nombre de voyageurs vivaient en maison, et parce que pour continuer à pouvoir les viser explicitement par la loi, on a été obligé de créer cette catégorie qui est un oxymore, gens du voyage sédentaire. Ça n'a pas de sens. Voilà. Soit tu es voyageur, soit tu ne l'es pas. Si c'est un critère d'itinérance, en tout cas. Donc, il y a plus qu'un critère d'itinérance, il y a aussi une liberté de la pratique administrative pour désigner qui sont les gens du voyage. Et ça, la pratique administrative, elle hérite de 100 ans, de plus de 100 ans de fichage ethnique. Donc, elle n'en sort pas, en fait. Voilà, elle n'en sort pas. Et sur le terrain, c'est très visible. Moi, je vous donne un exemple. Je me suis fait arrêter il y a 2 ou 3 ans. J'étais en camionnette avec mon beau-père. Moi, mon nom, il n'est pas très courant chez les voyageurs, donc ce n'était pas un problème. Je conduisais. Et quand ils ont contrôlé mon beau-père qui était passager, lui, il s'appelle Reynard. Et Reynard, c'est un nom très courant, et surtout là où j'habite, dans le Finistère. Et tout de suite, les policiers ont dit, voilà, vous êtes des voyageurs, c'est bien ce qu'on pensait, la camionnette avec l'échelle sur le toit, on savait que vous étiez des voyageurs. Mais tout de suite. Donc, c'est vraiment, il y a un savoir-faire de la racialisation en France qui est très important dans l'administration. Et puis ensuite, il y a un savoir-faire des juristes publicistes français, donc ceux qui font le droit public, et notamment qui créent le droit administratif pour saisir la race sans jamais la nommer. Vous savez, en France, on ne reconnaît pas les minorités ethniques, on ne reconnaît pas les minorités nationales, contrairement à certains pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, comme la Grande-Bretagne, par exemple, où il y a une reconnaissance de minorités. En France, ça n'existe pas. Tous les citoyens sont libres et égaux, et il y a un principe d'égalité entre citoyens dans un État-nation universaliste, etc. Donc, on ne reconnaît pas les minorités, très bien, sauf que, dans les faits, la France a toujours réussi à saisir les minorités par le droit. Voilà. Et elle le fait, et elle a des juristes qui sont très, très bons pour ça. Enfin, franchement, les juristes qui ont créé la loi Besson, ce sont des orfèvres. Voilà. Des vrais bons juristes. Voilà.
Et toi, par exemple, en tant que juriste, pardon, Philippe, Ouais, je me permets juste de rebondir à ce que tu viens de dire. Toi, en tant que juriste, quand tu as affaire à des cas comme ça, où en fait tu vois bien que il y a eu une discrimination, notamment sur le nom, qu'on a, qu'on a complètement racialisé quelqu'un, mais sans le dire, qu'on a assimilé à un voyageur de manière purement discriminatoire, purement raciste, enfin sur des critères purement racistes. Du coup, toi, comment tu arrives à le démontrer, à le justifier? Quand tu arrives à démontrer, à justifier cette discrimination? Bah, c'est compliqué parce que, il faut démontrer aussi l'intention discriminatoire quand on attaque quelqu'un en justice. Et donc, très souvent, vu que ça provient de l'administration, si l'administration ne produit pas d'écrit où elle explicite son intention discriminatoire, bah, on n'a quasiment aucune chance de la faire condamner. Voilà. Donc, c'est assez difficile. Parfois, il faut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, etc., ce qui est arrivé dans certains cas, notamment récemment avec Larry Winterstein, par exemple. Mais voilà, ça reste difficile, surtout que c'est pas entendu par tout le monde que les discriminations qu'on oppose aux gens du voyage en France, c'est du racisme. Par beaucoup de gens, c'est compris comme un rejet d'un mode de vie. C'est pas les personnes qu'on rejette, c'est le mode de vie. Voilà. Et moi, tout mon travail, c'est d'expliciter aux gens, mais à la manière de ce que font aussi d'autres personnes sur les questions d'antisémitisme, par exemple, aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a eu un processus de racialisation très ancien en France et que quand on dit gitan, tzigane dans la tête des gens, ça allume des ampoules. On pense sale, voleur, on pense à des gens qui envahissent, on pense à tout ça. Et ce processus de racialisation, il s'est concrétisé quand même par un génocide. Donc il y a une histoire, un génocide d'ailleurs dont la France a participé et qui est au même titre que le génocide des Juifs d'Europe, qui est un des 4 pays au monde à avoir été impliqué dans le génocide. Donc on a une histoire ancienne et c'est pas possible d'être français et de pas hériter de cette psychologie collective. C'est pas possible. Et j'en veux pas aux gens d'être anti-tzigane. C'est normal, en fait. En France, c'est normal. Simplement, aujourd'hui, il faut quand même réussir à nommer ces stéréotypes et ces inconscients qui nous imbibent tous, à les nommer, à les faire ressortir et puis peut-être à les faire changer. C'est quand même ça mon objectif. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est si difficile de répondre à ta question, parce que c'est du cas par cas. Quand on a, comme c'est le cas quasiment tous les jours, des mairies qui publient « Attention, les gens du voyage sont arrivés en ville. Attention, ne faites pas rentrer ces gens-là chez vous. Attention, comme hier, attention, des gens du voyage vendent au porte-à-porte des fruits et des légumes. » Enfin, quoi, on est des empoisonneurs. C'est la merde. Donc voilà, quand on a ça tous les jours, quand on a des panneaux encore dans l'espace public interdits aux gens du voyage qui existent, et l'année dernière, je ne sais plus, c'est dans le 34, je crois, on a fait retirer un panneau, c'était écrit interdit aux chiens, interdit aux motos et interdit aux nomades. Voilà, chien, moto, nomade, c'était les 3 qui étaient interdits. Sachant que nomade, c'est quand même un statut ethnique qui n'existe plus depuis 69. Donc, je veux dire aussi, voilà, tout ça, ça marque l'espace public et tout est imprégné, en fait, en France. Mais on ne le conscientise pas. Autre chose, quand on tape gens du voyage sur une barre de recherche Google, regardez les 100 derniers articles. Ça ne traitera que de crimes et de délits. Pourquoi? Parce qu'il y a une pratique très courante dans le monde du journalisme que lorsqu'un voyageur commet un crime ou un délit, systématiquement, son nom est associé à un homme issu de la communauté des gens du voyage. Quand bien même, ça n'a pas de rapport. Voilà. Mais ça crée une distorsion de la réalité. On a l'impression que tous les voyageurs sont des délinquants, des criminels, alors évidemment, c'est une minorité. Et très probablement que si on faisait des statistiques ethniques, on se rendrait compte que le pourcentage est le même dans à peu près tous les groupes sociaux en France. Voilà. Donc, vraiment, c'est un inconscient et qui est très difficile à faire comprendre. Et si c'est très difficile à vous faire comprendre, imaginez à quel point ça peut être difficile à faire comprendre à un juge, Oui. qui est un être humain de la même façon que les autres et qui est imbibé de la même chose que tout le monde. Voilà. Donc, c'est pas simple. Voilà, c'est vraiment pas simple d'aller devant la justice et de dire il y a eu discrimination raciale sur les voyageurs. On y arrive, mais pas toujours. Voilà.
Merci pour cette réponse. Philippe, tu avais peut-être des questions. Ouais, non, moi c'était, mais on en reviendra après quand on parlera de ton travail sur les aires. Mais moi, il y avait juste un truc, peut-être sans déflorer ce que tu diras après sur la ségrégation et le racisme environnemental. Mais il y a un truc, moi, qui m'a aussi vachement frappé dans ton travail, c'est le fait que il y a la loi. Il y a un petit peu d'anthropologie des représentations qu'il faudrait faire et tout, etc. Mais il y a aussi tout un système assez complexe de règlement intérieur. Et notamment, tu développes ça sur la nature des caravanes qui sont autorisées à rentrer dans des aires de camping ou pas. Et comment, en fait, il y a pas seulement la loi qui permet et qui construit cette racialisation, mais il y a aussi une série de règlements intérieurs, quoi. Donc, il y a tel type de modèle qui est interdit dans une aire de camping de vacances. En revanche, si on appelle à l'avance, et c'est écrit sur le truc, si on appelle à l'avance le gérant de cette aire de camping et qu'on lui dit et qu'on lui explique non, mais je ne suis surtout pas de ces gens-là et tout, là, cette fois-ci, on peut être accepté. Donc, du coup, les biais de la racialisation passent pas seulement par la loi et les clichés, mais par tout un système aussi assez complexe, à la fois de tonalité, par exemple, dans la presse très locale, quoi. Il y aura notre maire a réussi à virer les gens du voyage de notre village. Et hop, ça va apparaître dans le petit journal de la presse locale. Et de l'autre côté, par des règlements intérieurs et tout. Donc en fait, la racialisation, elle passe par tout un tas de biais, quoi. Mais je voulais pas. Et elle passe par des pratiques administratives, comme on le disait tout à l'heure, mais elle passe aussi par des pratiques privées, déjà, ça c'est important. Les pratiques administratives et les pratiques privées marchent de concert. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Et elle passe par des lois, mais elle passe aussi par des règlements, et elle passe aussi par ce qu'on appelle de la soft law, c'est-à-dire des règlements intérieurs d'équipement. Voilà. Alors, par exemple, très concrètement, aujourd'hui, vous êtes voyageur, vous arrivez dans un territoire, on va dire le Calvados. Voilà, vous arrivez dans le Calvados, vous voulez passer vos vacances au bord de la mer, vous venez avec votre caravane, et puis vous voulez rentrer dans un terrain de camping. Et dans les terrains de camping, on va vous dire, ah bah non, monsieur, votre caravane, elle a 4 euros. C'est interdit dans le règlement. Vous n'allez pas comprendre, bah bon, oui. Et depuis quand et pourquoi c'est interdit? Et personne ne vous donnera l'explication. Parce qu'en fait, dans les années 90, on interdisait les gens du voyage dans les règlements intérieurs. Et évidemment, des assos ont œuvré pour que ça disparaisse parce que, évidemment, c'était discriminatoire. Donc, on a changé et on a transformé cette interdiction des gens du voyage en interdiction de la caravane double essieu. Double essieu, donc 4 euros. Et il s'agit d'un des secrets les mieux gardés de France. On ne sait pas pourquoi, techniquement, c'est interdit. Tout le monde a une version différente. Mais effectivement, quand on va sur le site de la Fédération des camping-caristes et caravaniers de France, que vous regardez pourquoi, ils vous explicitent clairement que c'est pour interdire les gens du voyage. Et ils vous disent, si vous n'êtes pas voyageur, que vous avez une caravane double essieu, adhérez à notre fédération et la carte d'adhérent vous permettra de rentrer dans les terrains de camping. Donc, il y a vraiment une pratique entre privé et public pour séparer les publics. Autre chose d'intéressant, si on prend la carto du Calvados, par exemple, on reste sur le Calvados, on regarde quels sont les équipements publics, ou privés même, qui accueillent ce qu'on appelle la résidence mobile permanente d'habitation. Donc la caravane, le camping-car, etc. Vous allez avoir des campings municipaux, des aires de camping-car et des aires d'accueil des gens du voyage. Et en fait, les publics sont complètement séparés. Les gens du voyage ne pourront pas aller dans les aires d'accueil, dans les campings municipaux, dans les camping-cars, sauf exception, évidemment. Des fois, il y en a qui arrivent, mais globalement, ils ne peuvent pas. Et l'inverse aussi est globalement pas possible. C'est-à-dire que si vous êtes un non-voyageur, vous arrivez sur une aire d'accueil, bien souvent, le gestionnaire va vous regarder en vous disant « mais c'est pas pour vous ici, en fait. Vous n'êtes pas gens du voyage. » Alors, avant, c'était simple, on demandait le carnet de circulation. Vous ne l'avez pas, vous sortez, vous allez dans un camping municipal. Aujourd'hui, ça se fait à la tête du client. Voilà. Mais globalement, les publics sont complètement séparés. Voilà. Donc, il y a des processus aussi de racialisation dans l'espace public et de différenciation. Et c'est pour ça que moi, je qualifie, et que je ne suis pas le seul, hein, mais on est plusieurs à qualifier les aires d'accueil de zones d'encampement ethnique. C'est-à-dire des zones où on va mettre des gens indésirés dans les villes, dans des lieux qui sont bien souvent indésirables, parce que les aires d'accueil, elles ont la particularité d'être toujours situées en dehors des villes, et souvent situées à proximité des usines, des charges, des déchetteries, etc. Et là, on va mettre tous les gens du voyage à part. Il y aura un gestionnaire pour les surveiller aussi.
bien souvent. Et donc, pour moi et pour d'autres, c'est une façon de mettre une catégorie de population qui historiquement a été appréhendée par sa race, supposée, entre eux, à l'écart. Voilà. Alors qu'on pourrait faire tout à fait de l'accueil de l'habitat permanent, enfin de la résidence mobile, de façon mixte, c'est-à-dire indifféremment de la classe, la race, l'âge, etc. Mais non, on le fait toujours en France de manière raciste. Voilà. Donc c'est quand même un paradoxe énorme dans une autre république qui est censée méconnaître les distinctions de race entre citoyens. Et ça, malheureusement, peu de gens sont capables de le remettre en question. Visiblement, en tout cas, le gouvernement n'a jamais réussi à trouver la voie médiane qui ferait qu'on puisse normaliser le traitement de la résidence mobile de façon universelle. Voilà. Il n'a jamais trouvé la voie médiane, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à sortir de l'appréhension ethnoculturelle que la France a développée depuis tant d'années, voire tant de siècles. Tu as une question à passer, Philippe, ou je passe à la suite du... Non, vas-y, tu peux passer à la suite. Merci, Louise. Juste pour remettre un peu, pour contextualiser un peu aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui, en ce moment, c'est les élections législatives. Est-ce que, du coup, toi ou l'Association nationale des gens du voyage citoyen, d'autres associations, ont fait un peu un travail de recensement des positions des candidats aux législatives? Bon, j'imagine qu'elles ne doivent pas être extraordinaires, mais est-ce qu'il y a un peu un travail de recensement? Est-ce que ton association, par exemple, a des contacts avec des candidats aux législatives pour essayer de faire porter la question des droits des voyageurs et des voyageuses sur un plan national pour essayer de faire évoluer un peu la situation? Ça ouvrira, cette question va ouvrir un petit peu sur la suite maintenant, après, quand on va se poser un peu la question des mobilisations. Et aussi par rapport à, il y a un risque de majorité à l'Assemblée de Rassemblement national. Quelle crainte pour les voyageurs et les voyageuses d'une possible majorité RN à l'Assemblée? Alors, déjà, sur la question des candidats aux législatives, moi, je n'ai pas épluché tous les candidats des 577 circonscriptions. Par contre, je me suis amusé à éplucher tout le travail parlementaire des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale depuis 15 ans. Et effectivement, les gens du voyage suscitent assez d'indifférence, c'est-à-dire leur sort suscite pas mal d'indifférence. Par contre, ce qui ne suscite pas d'indifférence, c'est la question de l'installation illicite des gens du voyage, et notamment des problèmes de gestion dans l'espace public des groupes de voyageurs qui arrivent et qui partent. Et donc, quand on regarde le travail parlementaire, la droite et le Rassemblement national sont des gens qui surproduisent des questions au gouvernement sur ces questions d'occupation illicite, avec des suggestions toujours clairement affirmées de renforcer les punitions, la fermeté, de saisir les véhicules d'habitation, d'aller dans une politique de dureté vis-à-vis des voyageurs. Alors, ce qui est important de comprendre tout de suite, c'est que nous, Association de gens du voyage, on ne défend pas l'atteinte au droit de propriété, comme parfois on peut me le dire, parce que des gens me disent « Ah bah oui, mais bon, vous défendez l'installation illicite, donc non, on ne défend pas l'installation illicite. Au contraire, on défend même le droit de propriété, vous voyez. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, les gens du voyage, s'ils sont en installation illicite, c'est précisément parce qu'ils n'ont pas accès au droit de propriété, non pas parce qu'ils n'auraient pas d'argent, mais simplement parce qu'il y a une série de mesures en droit de l'urbanisme, en droit de l'environnement, et dans la pratique administrative, qui fait qu'aujourd'hui, quand un voyageur tente d'acheter un terrain, on lui préempte sur son nom de famille. Voilà. Si vous appelez Reynard dans certaines régions, que vous tentez d'acheter un terrain, on va vous préempter. Ça veut dire qu'on vous empêchera d'acheter. Si on ne vous empêche pas d'acheter, ensuite, on va s'opposer au stationnement des caravanes dans votre terrain. Aujourd'hui, dans 96% des communes de France, il est impossible de stationner légalement sa caravane dans son terrain. Vous voyez plein de gens qui le font, mais dans la majorité des cas, c'est illégal ou alors c'est juste toléré. Mais un maire qui décide qu'il ne veut aucun voyageur et aucun stationnement de caravane de voyageurs dans sa mairie, il peut le faire. Dans sa commune, il peut le faire. Et aujourd'hui, 9 maires sur 10, un peu plus de 9 sur 10 le font. Voilà. Donc ça, déjà, ça c'est important à saisir.
Sur le travail parlementaire, pour revenir au travail parlementaire, donc c'est que des questions à l'extrême droite qui posent donc sur les occupations illicites. C'est des projets de loi également qui sont votés ou qui sont proposés par l'extrême droite, où on a effectivement des projets de loi. Alors, il y en a eu un en 2021, un en 2023, qui prévoyait par exemple d'en finir avec l'obligation minimale d'accueil qui a été acquis en 83 par les gens du voyage, c'est-à-dire que dans n'importe quelle ville en France où vous arrivez, vous avez au moins le droit de stationner 48 heures. Parce qu'avant, ce qui se passait dans les années 80, c'est que toutes les communes interdisaient strictement le stationnement des gens du voyage. Du coup, les voyageurs, ils tournaient en rond, ils n'avaient jamais d'endroit légaux pour se poser. Donc en 83, le Conseil d'État a consacré cette possibilité d'au moins stationner 48 heures. Ça, le RN veut le supprimer pour toutes les villes de moins de 5000 habitants, ce qui représente 94% des communes. Donc, dans 94% des communes, déjà, les gens du voyage deviendraient interdits. Donc, c'est immense. Hein. Et dans les territoires ruraux, ça veut dire disparition complète de la possibilité de stationner. Par ailleurs, il préconise un renforcement des sanctions, un doublement des peines pénales en cas d'installation illicite, une facilité d'expulsion. Aujourd'hui, il faut démontrer qu'il y a un trouble à l'ordre public pour obtenir une mise en demeure du préfet qui ensuite va permettre d'expulser les gens. Eux, ils décident que l'installation illicite suffit pour l'expulsion. Voilà. Ce qui fait que, évidemment, ça crée des problèmes. Pourquoi ça crée des problèmes? Parce qu'il y a plus de gens du voyage qu'il y a de terrains d'accueil. Donc, en fait, de toute façon, l'installation illicite, elle existera quoi qu'il arrive. Parce que soit on extermine les gens, en gros, hein, soit on prévoit de leur créer des espaces pour stationner. Voilà. Et la droite et l'extrême droite s'entêtent depuis des années à dire il faut punir, mais c'est complètement con, c'est contre-productif en fait. Ça n'a aucun intérêt, aucun quelconque intérêt. Au contraire, vous mettez encore plus de monde dans des situations d'errance contrainte, des gens qui tournent sans cesse et qui ne trouvent jamais de place. Nous, on suit des familles à l'association qui se font expulser 15-20 fois par an. Et c'est des gens qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir s'installer et rester dans un terrain, payer, louer. Parce que les aires d'accueil sont payantes. Hein. On paye des loyers sur les aires d'accueil. Hein. Donc, la plupart des gens, en fait, cherchent simplement à avoir un espace qu'ils peuvent même payer, mais simplement pour rester. Et dans certaines collectivités, c'est impossible. Autour de la plupart des grandes métropoles françaises, il y a une centaine, 200 familles comme ça qui tournent en permanence. À Nantes, il y a 150 familles. À Nantes, c'est 200. À Clermont, c'est 150. À Brest, c'est 150. Enfin, tout autour de chaque grande ville, il y a des gens qui n'ont pas d'espace où ils sont tolérés. Voilà. Et donc, face à ça, on a des mouvements de droite et d'extrême droite qui ne font qu'attiser les craintes des gens et le rejet naturel des gens vis-à-vis des voyageurs et qui proposent des sanctions. Mais c'est inutile, vraiment. Ça ne sert à rien. La question, c'est aujourd'hui comment on crée du logement qui intègre la caravane. C'est la question majeure. Si on arrive un jour à créer du logement qui intègre la caravane en France, on va avoir des gens qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acquérir des terrains, ils vont se mettre dans leur terrain avec leur caravane, peut-être construire une maison, etc. Mais ils vont louer des terrains, ils vont entrer dans un processus de logement, ils vont bénéficier de logements sociaux adaptés, où il y a des places pour la caravane, ce qui existe déjà, mais qui est très peu mis en œuvre. Et tout ça, ça va vider les aires d'accueil des gens les plus pauvres qui aujourd'hui vivent dans ces lieux qui sont des lieux indignes, qui ne sont pas prévus pour l'habitat, mais qui, faute de choix, sont obligés de rester dans ces lieux indignes, qui sont les aires d'accueil. Et aujourd'hui, dans les aires d'accueil, on retrouve effectivement les personnes qui n'ont pas réussi à échapper aux aires d'accueil. Voilà. Donc, il y a tous ces enjeux-là que nous, on essaye de porter au niveau politique et national, dans nos luttes, au niveau des ministères. Par exemple, on porte la question de la caravane comme logement. Donnons un statut à la caravane de résidence principale ou de logement qui lui permettrait d'être normalisé à la fois dans le droit de l'urbanisme, c'est-à-dire de pouvoir stationner sa caravane dans son propre terrain. Aujourd'hui, si vous vivez dans une caravane, il y a 9 chances sur 10 pour que vous n'ayez pas le droit de stationner sur votre terrain. Et quoi qu'il arrive, vous devez demander une autorisation au maire pour stationner plus de 3 mois. Ce qui fait que quand c'est des voyageurs qui le demandent, dans quasiment tous les cas, c'est refusé. Et on sait pourquoi. Et si ce n'est pas refusé, on vous refuse l'accès à l'eau et à l'électricité. Donc, en fait, il y a vraiment un problème lié au statut de la caravane. Et puis, l'autre fait, c'est que quand on vit dans une aire d'accueil avec une caravane qui n'est pas considérée donc comme un logement, bien qu'on paye des loyers, bien qu'on paye l'eau, l'électricité, etc.,
eh bien, on n'a pas accès aux APL, parce que la caravane n'est pas un logement, donc pas d'aide au logement. On n'a pas accès aux services sociaux de l'énergie, pas de chèque énergie, pas tout ça. Et surtout, on n'est pas protégé par la trêve hivernale, puisqu'on n'est pas dans un logement. Donc, en hiver, les gens se font expulser, mais comme des malpropres, quoi. Tout l'hiver, nous, on suit des gens qui se font expulser. Et les gestionnaires d'aires d'accueil nous disent, mais on s'en fout, il n'y a pas de trêve hivernale. Voilà. Ouais, De dans le pas- Nord, de dans le pas Nord, la beauté humaine, vraiment. Voilà. Donc, c'est tout ça, tous les enjeux d'habitat sont là, en fait. Quand on pense gens du voyage aujourd'hui en France, il faut sortir de la question de l'occupation illicite. En fait, il faut la retourner, cette question de l'occupation illicite. La question de l'occupation illicite, c'est une question de logement. Voilà. Et tant qu'on ne travaillera pas la question du logement, on aura de l'occupation illicite. C'est mathématique, en fait. Il y a 300 000 voyageurs en France, 300, 400, on ne sait pas trop, et il y a 25 000 places d'accueil. On fait des maths, hein, c'est tout, hein, et on ne va pas plus loin. Voilà. Donc, si on veut rester purement cartésien, on fait des maths. L'équation, elle n'y est pas. Donc, voilà. Si on n'avance pas sur cette question-là, et l'extrême droite, évidemment, ne veut pas se pencher sur l'équation. Ça ne les intéresse pas du tout. Par contre, l'extrême droite, en local, drague les voyageurs. Ça, c'est un phénomène qu'on voit depuis très longtemps. Par exemple, les forains, qui constituent... alors, il y a pas mal de voyageurs qui travaillent dans le monde forain. C'est quand même deux mondes qui sont différents, mais c'est deux mondes qui ne sont pas imperméables l'un l'autre, qui se comprennent, il y a beaucoup d'échanges, etc. Et le Rassemblement national, depuis de très longue date, s'est rapproché des forains, des circassiens, etc. Et donc, ils sont des entrées dans ces mondes-là. Et par ailleurs, aujourd'hui, si on prend la campagne des législatives, nous, on a des échos dans le 77 et ailleurs, où les candidats du Front National, du Rassemblement national, viennent directement sur les aires d'accueil pour tracter et appeler aux gens à aller voter Rassemblement national. C'est les seuls à le faire. C'est ça aussi l'autre problème, c'est que la gauche a complètement, je ne vais pas dire méprisé, mais en tout cas ignoré ces concitoyens-là. C'est-à-dire qu'elle les a même pas pris en compte. Voilà. La gauche s'est contentée de rappeler qu'il y a des communes qui ont des obligations d'accueil, avec des aires d'accueil, etc. Mais elle n'a pas de discours politique sur la question. Et du coup, elle ne parle pas aux voyageurs. Et globalement, la classe politique entière, depuis 40 ans, j'ai eu beaucoup de discours d'hommes politiques sur les gens du voyage, quasiment tous les jours à l'Assemblée, enfin tous les mois, mais aucun discours à l'adresse des gens du voyage. Je ne me souviens pas d'un homme politique d'envergure nationale qui a parlé aux voyageurs. Je ne m'en souviens pas. Par contre, le Rassemblement national, en local, le fait. Et ça, c'est symptomatique, je trouve, de certaines stratégies qui n'ont pas été saisies, notamment dans les courants progressistes et de gauche, de dire qu'il y a certaines catégories de population en France qu'on a complètement ignorées, et parce que on considère qu'elles ne votent pas, qu'elles représentent un poids négligeable, etc., on ne va pas les chercher. Mais il faut les chercher. Il y a 300 000 voyageurs en France. 300 à 500 000, c'est pas rien, c'est pas une paille. Ça peut avoir un effet. Et puis même dans une question de justice, qui est quand même le nerf de la pensée de gauche, la justice. Il y a des justices sociales, des justices environnementales, des justices raciales, il y a tout un tas de perspectives de la justice qui ne sont pas explorées aujourd'hui par les mouvements de gauche. Je le regrette. Franchement, c'est pas normal que des hommes politiques de gauche me répondent quand je leur dis « mais pourquoi vous ne saisissez pas de la question des voyageurs ?» C'est un poids politique, ça rapporte pas grand-chose et puis c'est casse-gueule. C'est pas normal. Il faut un homme politique de gauche, il doit aller au contact, il doit aller au combat et il doit aller combattre l'injustice. Voilà. Sinon, il ne faut pas faire de la politique. Sinon, il faut rester chez soi, il faut travailler dans du lobbying, il ne faut pas faire de la politique. Voilà. Et quand on fait de la politique, il faut aller au combat et il faut aller au combat contre l'injustice. Et malheureusement, force est de constater que nombreux mouvements de gauche n'ont pas saisi l'injustice que vivent les concitoyens voyageurs, parce qu'on les perçoit aussi à gauche comme des parasites, des envahisseurs, des criminels, etc. etc. Et enfin, je terminerai là-dessus, l'autre difficulté, c'est que face à tout ça, évidemment, vous vous doutez bien que dans le monde voyageur, les peu de gens qui votent, beaucoup votent pour le Rassemblement national aujourd'hui. Pas une part non négligeable, j'en sais rien, je ne sais pas, je ne suis pas capable de donner les statistiques, mais en tout cas, je le constate dans les discours. Et ça s'explique également parce que dans les territoires, le fait d'être sur une commune ou une collectivité de gauche ou de droite, ça ne change rien au traitement. Vous êtes aussi maltraité dans l'une que dans l'autre. À Nantes, par exemple, une collectivité socialiste, métropole de Nantes, le traitement des voyageurs, c'est un traitement un des pires de France, quoi.
Voilà, c'est des gens qui se font constamment expulser avec des politiques extrêmement agressives. Il n'y a rien, quoi. C'est le zéro de la politique, vraiment. Et quand vous dites aux gens, regardez, s'il faut mieux aller voter plutôt à gauche, etc., parce que ils portent des valeurs de progrès social, etc., ils vous répondent, mais en fait, ils nous maltraitent tout autant que la droite, en fait. Voilà. Donc il y a ça aussi à rétablir, c'est-à-dire le discours national que les partis progressistes portent, il faut qu'ils l'appliquent dans leur territoire. Et il faut qu'ils fassent attention à l'appliquer à l'égard de toutes les populations de leur territoire, et pas seulement juste à ceux qui pensent voter. Hein. La façon dont on traite les voyageurs, les Roms, les personnes réfugiées, ça dit beaucoup de notre humanité et ça dit beaucoup de notre valeur, des valeurs qu'on porte de justice. Voilà. Si on les maltraite eux, on laisse la porte ouverte en fait on maltraite notre engagement, je trouve. Voilà. Et il est clair que y a un souci, c'est qu'on maltraite les voyageurs de manière globale en France, à peu près sur tous les territoires. Voilà. Et tu vois, Louis, je peux rajouter un truc, mais comme ça, du coup, ça permettra d'introduire ce que tu voulais dire justement sur l'école. Sans faire, on en discutait, nous, avec Louise et Marcel, tu vois, parce qu'on est tous les trois engagés dans des démarches qui sont très intersectionnelles et on s'était posé la question, on y arrivera un peu après quand on parlera des collectifs de femmes, du racisme environnemental, on ira vers la question de l'intersectionnalité. Mais en revanche, je trouve qu'il y a quand même un truc, c'est que moi, à l'intérieur de mon collectif, nous, tous les dimanches, on a une émission anti-validiste, quoi, où on essaye de donner la parole aux concernés. Et en fait, alors sans faire vraiment absolument pas un amalgame entre les deux situations, hein, absolument pas, mais juste au moins pointer une certaine responsabilité de la gauche quand même sur cette question-là. C'est-à-dire que ils disent un peu comme toi, en fait, les concernés en dit, quoi. C'est-à-dire on met en avant donc eux, leur thématique à eux, la désinstitutionnalisation, et ils disent on est quand même très très peu écoutés et la récente loi de fin de vie montre bien que leur voix n'a pas du tout été écoutée, quoi. Donc je trouve que effectivement ça vaut quand même le coup. Là on fait tout score en ce moment à une semaine, voilà. Maintenant ce que tu dis William et ce que disent les concernés handicapés avec lesquels je travaille le dimanche, genre ça vaut le coup qu'à un moment voilà, on se pose par rapport à ces questions-là et qui est la capacité, une vraie capacité à gauche de se saisir de ces problématiques-là et pas seulement en parlant à la place, pas seulement en parlant à, mais aussi en se débrouillant pour écouter ce qui est dit par les concernés en fait, quoi. Et qu'on ait enfin des vraies plateformes de gauche qui puissent se nourrir de la parole des concernés, et etc. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Et du coup, n'hésite pas à y réagir. Et Pâquerette, on a entendu ta question. On reviendra après sur les questions de la lutte. Ça va être notre deuxième partie. Et du coup, ça permet peut-être un peu d'introduire ça. Du côté du milieu anti-validiste, il y a des faux alliés. C'est-à-dire, on a beaucoup de bienveillance pour les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, les profs, machin et tout. Et c'est les concernés, on diront assez régulièrement, ouais, c'est eux aussi qui sont dans un truc très charité chrétienne, institutionnalisation, etc., pour ce côté-là, quoi, et que très souvent, ces gens-là apparaissent comme étant plus des faux alliés qu'autre chose, quoi. Et j'aimerais bien qu'on rentre peut-être un peu dans le sujet. Puis Louis, je te laisse formuler des questions du point de vue de l'école. Est-ce que voilà, ces structures républicaines-là, que ce soit l'école ou autre, est-ce qu'on est face à des gens qui sont des alliés ou pas? Louis, je te laisse peut-être reformuler la question sur l'école que tu voulais introduire. C'était peut-être pas comme ça. Oui, non, c'est vrai que dans notre préparation, j'avais oublié cette question, mais parce que ce que tu disais tout à l'heure sur la gauche, William, sur les aires de voyage insalubres et tout, ça m'y a fait penser. Moi, j'ai un peu suivi là dans le nord de la France, surtout autour de Lille, la situation des voyageurs, des voyageuses dans la métropole. Et il y a une thématique qui revient, par exemple, super souvent sur la question. Tu disais, par exemple, même dans des villes de gauche, Lille, c'est le cas, il y a beaucoup d'expulsions. Et du coup,
nous à Lille, on se retrouve avec des voyageurs, des voyageuses, surtout des familles qui vont d'aire de voyage en aire de voyage, qui sont un peu partout dans la métropole et se posent beaucoup la question de l'éducation des enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont scolarisés dans les écoles. Et souvent, ça fait qu'il y a des problématiques de familles qui doivent faire des kilomètres pour amener leurs enfants à l'école. Parfois, il y a des problèmes simplement de scolarisation parce que ça empêche la scolarisation. L'école, qui est quand même une thématique qu'on estime hyper importante aujourd'hui en France et notamment à gauche. Vous, à l'Association nationale des gens du voyage citoyen, comment vous réagissez par exemple, sur cette question des enfants, cette question de l'école, quoi? Bah, du coup, c'est chouette. Il y a plein de questions. Je vais essayer d'être transversal dans ma réponse. Alors, globalement, la question des institutions et des alliés, effectivement, la question qui se pose pour les personnes en handi, c'est la même qui se pose pour les voyageurs. Donc, c'est pas du tout le lien est intéressant à faire. Et puis surtout, en plus, il y a des voyageurs qui sont handi, qui eux sont à l'intersection vraiment de toutes les galères. Ce qui se passe, c'est que depuis les années 50, on a développé un accompagnement social des voyageurs précaires, socialement précaires, etc., et puis exclus, marginalisés et tout ça, spécifique, avec des associations qui s'occupent que de gens du voyage et des guichets donc dans le droit social, dans l'accompagnement social qui sont spécifiquement réservés aux gens du voyage. C'est fréquent que les voyageurs, en allant au CCAS, se retrouvent non reçus, où on leur dise « mais vous êtes gens du voyage, il faut vous tourner vers cette association ». Alors que le droit, il devrait y avoir un guichet unique pour le droit, mais voilà, on est toujours dans cette situation-là, ce qui fait que très souvent, dans les instances consultatives des gens du voyage, les travailleurs sociaux sont surreprésentés et portent la voix des gens du voyage. Et vous doutez bien que le travailleur social, il a sa place de travailleur social, c'est-à-dire qu'il fait de l'accompagnement. Parfois, on peut avoir cette dérive un petit peu de charité chrétienne que tu décrivais, qui existe aussi, de certains travailleurs sociaux qui ont, quand on les écoute parler, on a l'impression qu'ils ont une mission civilisatrice aussi. Bon, pas tous, heureusement, mais il y en a quand même certains. Et donc, forcément, en tout cas, cette parole-là, si elle est essentielle quand même, parce qu'ils font un travail important aussi d'accompagnement des personnes, elle ne reproduit pas fidèlement toujours la parole des premiers concernés, entre guillemets. Et il s'avère que bien souvent, on se contente de la parole des travailleurs sociaux plutôt que d'aller consulter les premiers concernés. Je vous donne quelques exemples, et notamment sur l'éducation. Le schéma départemental du Cantal m'appelle il y a quelques années pour me dire ça serait bien que vous veniez participer à notre groupe de travail sur les gens du voyage, et notamment sur l'école. Je leur dis, mais moi, je ne connais rien au Cantal. Je ne vis pas là-bas, je ne connais pas les familles. Pourquoi vous ne prenez pas des familles, des mères de famille? Parce qu'on ne va pas se mentir, sociologiquement, en France, c'est quand même les mères de famille qui s'occupent plus de l'école que des pères. Voilà. Donc, soyez efficaces, allez consulter les mères de famille sur les aires d'accueil et parlez-leur d'école, en fait. Et elles vont vous expliquer les problèmes, les difficultés, etc. Ils m'ont répondu non, parce que les gens du voyage ne font que défendre leurs propres intérêts. En fait, ils attendaient des voyageurs que ce soit des techniciens de la politique publique. Voilà. Donc, on a aussi... Ah, les galères techniques. Attendez. Aïe. Attendez. Petite galère technique, 2 secondes. Ça va arriver. Attendez, excusez-moi. C'est cassé. Attendez. Ont changé complètement leur braquet, leur fusil d'épaule, c'est-à-dire que au lieu de... William, je crois qu'il y a eu un souci technique. C'est bon, excusez-moi, c'est reparti là, normalement. On est bon là, excusez-moi, c'est bon. C'est juste, c'était il n'y a pas longtemps, c'est juste la phrase d'avant, William. Il y a 30 secondes. Voilà, je disais qu'il y a un certain nombre d'associations de travailleurs sociaux qui ont changé leur pratique, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'un travail social qui finalement apporte des espèces de missions un peu civilisatrices, etc., à un travail social beaucoup plus militant.
Voilà. Et donc, ils prennent en question cette question-là de l'allié, du rôle d'allié, etc. Donc, il y a quand même une évolution dans le travail social qu'il faut souligner aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde figé et c'est un monde qui peut évoluer. Et puis surtout, c'est un monde engagé et souvent militant. Donc, il y a un espoir de le faire changer, quoi. Le dernier sujet, c'est sur l'éducation. L'éducation, ouais. Alors là, c'est un très, très vaste sujet. Alors déjà, on a quelques indicateurs qui avaient été notamment transmis par le défenseur des droits. 84% des enfants dits issus de familles dites gens du voyage n'iront pas au-delà du collège. Voilà. Ça, c'est énorme. C'est un indicateur. C'est énorme. Le nombre d'enfants du voyage qui iront jusqu'à l'université, je ne sais pas. On n'en sait pas. Moi, dans ma façon dans ce que j'observe, en tout cas, depuis plusieurs années, je dirais que c'est moins de 1%. Mais c'est mon ressenti. Voilà. Donc, c'est vous dire que j'en vois pas souvent. Donc ça, c'est un vrai problème. Enfin, en tout cas, c'est une vraie interrogation. Est-ce que c'est un problème? Oui, forcément, en termes de représentation. Est-ce qu'il faut forcément faire des études supérieures pour être quelqu'un et représenter? Non. Voilà. Donc, il y a aussi ça à déconstruire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi à réfléchir dans notre société de comment on fait en sorte que des personnes qui n'ont pas eu tel ou tel parcours puissent accéder à telle ou telle position. Parce que, je suis désolé, il y a plein de gens doués et qui n'ont pas forcément d'études. Donc, et qui ont des choses à dire et qui ont des réflexions plus intelligentes et bien plus fines que beaucoup de gens qui ont fait l'ENA. Voilà. Oui. Donc, bon, c'est pas pour stigmatiser les gens qui ont fait l'ENA, mais simplement pour dire que voilà, il y a aussi ça à réfléchir. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est quand on a une vie itinérante, la difficulté d'accès à l'école. Et notamment, quand on a une vie itinérante, on est beaucoup plus exposé aux expulsions. Quand on est expulsé, quand on est un enfant qui est expulsé, c'est 6 mois de déscolarisation automatique derrière. Voilà, c'est comme ça. Le temps qu'on retrouve une école, le temps qu'on se fasse réinscrire, tout ça, c'est 6 mois de déscolarisation. Donc ça, c'est majeur. C'est-à-dire que énormément d'enfants issus de familles de voyageurs sont déscolarisés du fait des expulsions. Et il y a un autre phénomène qu'il faut regarder aussi, qui sont des phénomènes plutôt intra, c'est-à-dire le fait que beaucoup de familles retirent les enfants arrivés au collège. Alors, il y a des craintes dans les familles, des peurs suscitées par le collège, etc. C'est une chose. Mais il y a aussi, et il faut savoir le regarder en face, il y a aussi des formes de repli où on ne veut pas que les enfants arrivés à l'âge adolescent fréquentent d'autres enfants. Voilà, ça existe aussi. Voilà. Et il y a quelque chose qu'on ne saisit pas dans le monde du voyage, c'est le fait religieux, qui est très important, et notamment l'émergence des mouvements évangéliques, qui font que beaucoup de voyageurs se tournent plutôt vers la religion plutôt que vers l'école. Alors, il y en a qui font les deux, hein, évidemment, heureusement, mais il y a quand même certaines dérives. Voilà. Il ne faut pas éluder, et en tout cas, le fait religieux a un impact aussi sur la question de l'école. Donc, il y a toutes ces questions-là, et c'est assez complexe, en fait. Ce n'est pas un problème binaire, la question de l'école. C'est vraiment un problème très complexe. Mais aujourd'hui, clairement, ce qu'on note, nous, c'est qu'il y a toujours des barrières pour accéder à l'école. La première barrière, c'est celle du refus de certains maires d'accepter les enfants du voyage parce que leurs parents sont, par exemple, en installation illicite sur leur commune. Ça, c'est interdit. Voilà. Et c'est clairement interdit depuis 2020. Donc, on ne peut pas refuser un enfant à l'école. C'est interdit. Et pourtant, tous les jours, j'abuse, toutes les semaines, on a des familles qui nous appellent parce qu'un maire a refusé un enfant à l'école ou a refusé de prendre leurs enfants à l'école. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut faire cesser. Hein. Ça, on se bat au quotidien et ce n'est pas très difficile à faire cesser. Hein. Ça, on appelle le directeur académique et dans la matinée, l'enfant est à l'école. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est que depuis la loi sur les séparatismes, donc il y a une loi qui a eu lieu il y a 2 ans, qui visait le séparatisme islamique, islamiste plutôt, à l'époque, nous, quand on l'a vu arriver, on s'est dit ça ne va pas du tout être pour ça, ça va être pour tout le monde, et notamment pour les voyageurs, c'est sûr. Et ça n'a pas manqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis très longtemps, hein, les voyageurs accèdent à l'enseignement en famille, ce qu'on appelle le CNED, hein, c'est un organisme qui donne des cours à distance, et pour une raison simple, c'est que beaucoup de voyageurs voyagent.
Et que donc, quand on voyage, on n'est pas tout le temps, c'est pas possible d'aller tout le temps au collège, etc., ou à l'école. Donc, on a accès aux secours à distance. Avant, ce qui se passait, c'est qu'on déclarait qu'on voyageait et du coup, on pouvait s'inscrire au CNED. Aujourd'hui, il y a une demande d'autorisation préalable à faire à l'académie. Et le mot d'ordre au niveau national, c'est 0 enfant du voyage en école à distance. Voilà. Parce que des fonctionnaires ont décidé que les voyageurs enlevaient leurs enfants de l'école pour des raisons qui n'étaient pas bonnes et que il valait mieux qu'ils les mettent à l'école et donc qu'ils s'arrêtent de voyager le temps de l'école. Voilà. Donc, ça a été fait dans une brutalité, je ne vous explique même pas, parce que du coup, on est passé du principe déclaratif au principe contraint en 1 an. Les familles n'ont rien compris au truc. Des gens se sont retrouvés avec l'ASE au cul, parce que l'aide sociale à l'enfance, sur signalement d'absentéisme scolaire ou de non-inscription, peut intervenir sur des suspicions de différentes choses. Voilà. Donc, on a des dossiers qui se sont accumulés de familles qui ont été suivies sur des enquêtes sociales et de placement préventif d'enfants. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a 1 an, une famille dit à la maîtresse au mois de juin qu'elle va partir 15 jours avant la fin de la période scolaire et qu'elle va partir pour aller en mission. Alors, les voyageurs, chaque été, beaucoup partent dans les missions. Ce sont des missions évangéliques, en fait, et ils voyagent en gros, juin jusqu'à septembre dans ces missions. Et c'est ces grands groupes que vous voyez arriver durant l'été dans les communes. Voilà. Et donc, elle explique qu'elle va partir en mission. La maîtresse va lui dire « Non, je veux que l'enfant reste jusqu'à la fin juin ». Lui dit « Écoutez, madame, faites-nous un courrier pour nous expliquer que vous allez partir en mission ». Donc, elle fait un courrier pour expliquer qu'elle va partir en mission. La maîtresse prend le courrier. Le vendredi soir, elle envoie le courrier au procureur en disant qu'il y a une suspicion de dérive sectaire. Le mardi, l'ASE est chez les parents et vient saisir les enfants. Alors, évidemment, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les enfants et ils se sont sauvés. Et là, ils étaient recherchés pour soustraction de mineurs. Voilà. Et on est rentré dans une logique infernale. Donc ça, c'est des choses toutes bêtes, mais pour dire qu'on a déclaré le placement préventif avant l'enquête sociale, parce que c'était des voyageurs. Ça n'aurait pas été des voyageurs, il y aurait eu une enquête sociale et on aurait ensuite peut-être déclaré un placement, à juste titre, hein, s'il y a besoin, il y a besoin. Mais là, parce que c'était des voyageurs, le juge, paf, automatiquement a déclaré le placement d'office. Donc ça, c'est des cas qu'on retrouve parce que l'école, en fait, est brutale aujourd'hui, et il faut le dire. Les académies sont brutales avec les voyageurs, et elles sont brutales avec leurs enseignants qui accompagnent les voyageurs. Parce que sur le terrain, il y a des dizaines, des centaines d'enseignants en France qui accompagnent les voyageurs. Alors certains, on parlait tout à l'heure du rôle d'allié, ont parfois une approche critiquable, mais la majorité, en tout cas, sont plutôt des gens qui comprennent les voyageurs, qui les connaissent, qui sont fins de leurs analyses et qui sont capables aussi de trouver des solutions intermédiaires pour amener vers l'école. Voilà. Donc, ce sont des gens qui font un travail de terrain qui a été précieux toutes ces années. Et au lieu de leur donner des moyens pour poursuivre ce travail de terrain et faire en sorte qu'on ait un taux de scolarisation plus élevé, qu'on ait des moyens aussi pour le travail à l'école à distance, on leur a flingué leurs moyens en 2 ans. Et on leur dit, stop, on change complètement de doctrine, l'aller vers, ça suffit, maintenant, il faut les obliger à aller à l'école. Et on les oblige par tous les moyens. Or, la difficulté, c'est qu'il y a des familles qui voyagent réellement. Et pour qui ne plus voyager, ça signifie ne plus gagner sa vie. Parce qu'elles n'ont appris qu'à gagner leur vie sur le voyage. Donc, si vous retirez ça à certaines familles, elles n'ont plus de moyens de subsistance. Et là, on est en train de dire à ces familles-là, en fait, débrouillez-vous, mais nous, on ne veut plus que vous voyagez. En tout cas, on veut que les enfants soient scolarisés à l'année dans tel établissement. Donc voilà, donc ça c'est un vrai problème et effectivement, l'école est en retard. Les profs ne sont pas forcément en retard, mais l'institution est en retard et surtout l'institution est rigide et parfois et malheureusement, le traitement des voyageurs dépend de l'académie. Si on a une académie qui prend en compte cette question ou pas, et si on a une académie qui a réfléchi à cette question ou pas. Voilà. Il y a des académies qui sont extrêmement dures et d'autres qui, encore aujourd'hui, laissent se déployer des dispositifs intermédiaires qui permettent d'amener les enfants vers l'école. Voilà. Donc, il y a un très grand chantier sur la scolarisation, sur la question de la scolarité.
Donc, on attaque un peu la dernière partie de notre entretien. On voulait parler un petit peu militantisme, justement, quoi. Donc, moi, je vais poser ma question et Louis, je te laisserai la compléter dans la foulée, quoi. William, dans le cadre de ton travail de recherche, toi qui es juriste, tu as choisi de faire une cartographie militante des aires pour voyage heureuse. Donc, je voudrais que peut-être tu nous réexpliques comment s'inscrit ce travail-là du point de vue de ta démarche militante. Et Louise, je te laisse peut-être compléter. Ouais. Tu veux compléter, Louise? Ou tu le fais après? J'attendais un peu de répondre à la question, mais je peux compléter. Là, comme tu veux, je vais peut-être répondre à la question et puis. La question, je reviens après, parce que moi j'étais un peu prise par le bug technique. Ouais. Vas-y, réponds à la question et moi je te relancerai après sur. Alors, pour ceux qui nous écoutent, bon, les voyageurs, enfin, depuis les années 90, en fait, en France, les communes de moins de 5000 habitants, de plus de 5000 habitants, pardon, ont l'obligation de prévoir des terrains pour les gens du voyage de passage. Ces terrains sont donc payants, obligatoires, etc. Et mon grand-père, il avait l'habitude de dire que quand on arrivait dans une ville, si on ne trouvait pas l'aire d'accueil, du coup, il fallait chercher la déchetterie, parce que l'aire d'accueil était toujours à côté d'une déchetterie. Et les années se passent, et en 2019, il y a un accident industriel de l'usine Lubrizol à Rouen. Et au pied de cette usine, il y avait une aire d'accueil. Et ce n'était pas la première fois. Et donc, à cette époque-là, un collectif s'est mis en place. À la fois, moi, j'étais dedans, mais il y avait aussi les habitants de l'air, des chercheurs, etc. Et on a décidé de faire une action pour justement faire parler de ce sujet-là et faire en sorte que la situation de ces habitants à côté de l'usine Lubrizol soit connue et qu'on puisse parler des autres situations, des autres aires d'accueil qui, elles aussi, sont à côté de sources de pollution et de sources de risques industriels. Et en fait, la réception a été bonne dans le milieu militant, mais assez sceptique dans le milieu administratif, où on nous a très vite dit en fait qu'on était démagogique, qu'on n'avait pas de chiffres pour prouver que les aires d'accueil étaient polluées. Et effectivement, il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait rien qui était produit, aucun indicateur, très peu d'indicateurs sur les aires d'accueil, et encore moins d'indicateurs géographiques. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de produire un inventaire de toutes les aires d'accueil en France, en les prenant une par une et en les analysant dans leur territoire. Qu'est-ce qu'il y a autour de chaque aire d'accueil avec une grille d'indicateurs géographiques? Est-ce qu'il y a une décharge? Est-ce qu'il y a une déchetterie? Est-ce qu'il y a une carrière? Est-ce qu'il y a une usine, un site Céveso? Est-ce qu'il y a du risque industriel? Est-ce qu'il n'y en a pas? Où est l'air par rapport au centre-ville? Où est l'air par rapport au service public? Combien de temps de trajet à pied il y a entre l'air, etc. Et j'ai fait tous ces indicateurs-là pour 1358 aires d'accueil. Que j'ai pris du temps à trouver parce qu'il n'y avait pas d'annuaire. Donc, ça a mis du temps, j'ai mis 2 ans à faire ça. Et donc, j'en ai produit des chiffres ensuite. Ça m'a permis de produire des chiffres et de pouvoir dire aujourd'hui que, effectivement, 7 aires d'accueil sur 10, un peu plus de 7 aires d'accueil sur 10, sont en dehors de toute zone d'habitation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voisins, il n'y a pas d'autres maisons, il n'y a pas d'autres appartements. C'est vraiment des zones industrielles, des zones à l'écart, des zones dans les bois, enfin voilà, on trouve vraiment de tout. Et plus de la moitié des aires d'accueil sont à côté d'un bâtiment ou d'une infrastructure qui pollue. Voilà. Et je ne prends même pas en question la question de la qualité de l'air, la question du bruit, des vibrations, de l'inondation, etc. C'est vraiment sur les bâtiments potentiellement polluants. Donc ça veut dire qu'on a une surreprésentation des espaces dégradés pour les gens du voyage. Et ça, on peut l'appréhender d'une certaine manière avec des notions en sciences humaines qui existent et des notions donc, qui ont émergé dans le milieu militant et qui ont ensuite été retravaillées par les sciences humaines. On peut parler d'inégalité environnementale, parce que quand on est voyageur, on a plus de risques de vivre à proximité d'une décharge. Et on peut également parler de racisme environnemental, et ça c'est une notion qui est militante et qui ensuite a été retravaillée par les sciences humaines et qui est de plus en plus travaillée, parce que cette notion-là nous permet d'interroger la question du lien entre la race et les inégalités environnementales. Et aujourd'hui, on peut constater que si on est appréhendé comme voyageur, on a donc de grandes chances de vivre en aire d'accueil, que ces lieux-là sont choisis par l'État, la localisation de ces lieux est choisie par l'État, spécifique
à une population désignée par l'État et historiquement discriminée et appréhendée par sa race sociale, construction sociale, mais en tout cas par sa race, et qui sont, dans la majorité des cas, des lieux pollués. Voilà. Donc le lien, il est assez évident dans le cas des aires d'accueil, mais la question du racisme environnemental, on peut la poser sur plein d'autres espaces géographiques, et notamment dans les territoires où il y a eu une politique de la race. Alors c'est pour ça que cette notion elle a émergé en premier aux États-Unis, parce que évidemment il y avait des régimes de ségrégation raciale très forts. Elle a ensuite été exportée en Afrique du Sud, parce qu'il y a des régimes d'apartheid. On avait une législation sur la race avec une séparation géographique de la race, les populations noires qui vivaient dans les townships et les populations blanches qui vivaient plutôt dans les villes ou dans les campagnes. Et donc les populations noires qui étaient à proximité de sources de polluants de manière beaucoup plus importante que les populations blanches. Même chose aux États-Unis. L'émergence de cette notion de racisme environnemental, elle a été portée par des Afro-Américains, donc des personnes noires, qui vivaient dans des quartiers majoritairement noirs, à proximité d'installations polluantes, beaucoup plus que les autres. Voilà. Et elle a été aussi importée, cette notion, elle a été aussi travaillée à l'échelle des territoires dits ultramarins de la France, notamment les Antilles françaises, donc Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, où en fait, on se rend compte qu'il y a eu, par exemple, l'usage de pesticides mortels pour l'être humain, connus, dont l'effet de mortalité était connu et la dangerosité sur la santé était connue, et qu'on a autorisé uniquement aux Antilles, sous pression d'un lobby de la banane qui était tenu majoritairement par des descendants d'esclavagistes, des béquets, qui tiennent aujourd'hui une majorité de l'économie antillaise, et qui a fait du lobbying auprès du gouvernement de l'époque pour qu'on autorise l'utilisation du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, et qui a eu l'effet en fait d'empoisonner littéralement les Martiniquais et les Guadeloupéens qui aujourd'hui subissent des taux de cancer très élevés. Voilà. Et bien ça, on peut tout à fait l'analyser au prisme de ce qu'on appelle le racisme environnemental. De la même façon, on pourrait parler des essais nucléaires dans le Pacifique. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lorsqu'il est allé en Polynésie il y a 2 ans en arrière, a tenu un discours très clair. On attendait de sa part qu'il s'excuse des excuses officielles de la France pour les essais nucléaires. Et à la place, on a obtenu une phrase qui est, à mon avis, très significative sur cette question. Il a dit « Les essais nucléaires, on ne les aurait pas fait dans le bassin d'Arcachon ». Et en fait, qu'est-ce qu'il signifiait par là? On l'a fait en Polynésie parce que c'était loin et que ça ne concernait pas des gens qu'on considère comme des Français. Voilà. Des gens qu'on considère comme les nôtres, en tout cas. Voilà. Oui. De la même façon, on peut regarder la question de la leucose bovine, du traitement de la leucose bovine à La Réunion sous ce prisme, la question de l'accès à l'eau aux Antilles, mais aussi à Mayotte, la question du travail sur l'école, l'accès à l'école, les questions environnementales, pardon, mais il y a aussi ces questions de l'école, parce qu'il y a des problèmes d'accès à l'eau à l'école, enfin bon, bref, c'est un peu imbriqué. La question de la sédentarisation des populations autochtones en Guyane pour l'exploitation aurifère, ou l'exploitation des ressources forestières, tout ça, en fait, ça se croise et on permet aussi d'offrir une forme d'intersectionnalité sur ce sujet-là. Et ça permet de travailler différentes manières d'aborder l'écologie, à la fois par le sud global, par les territoires, les anciens territoires colonisés ou les anciens territoires qui ont connu l'esclavage, et aussi par la base de certaines minorités qui subissent de plein fouet ces inégalités environnementales et qui portent, elles aussi, un discours écologiste national. Et c'est le cas des voyageurs. Ça a beaucoup surpris les gens, en fait, de voir les gens du voyage sur cette thématique. Parce que les gens, depuis des années, considèrent que les voyageurs sont des pollueurs, sont des envahisseurs, détruisent leur environnement. Et d'ailleurs, c'est toujours un argument pour rejeter les voyageurs. Ils vont salir les sols, ils vont faire caca partout, etc. Enfin, on entend ça souvent. Et en fait, ce sont aussi des personnes qui portent une parole écologiste. Et ce sont aussi les premières vigies des atteintes écologiques à notre environnement. Parce que quand on vit dans une caravane, on est beaucoup plus exposé que quand on vit en maison. Quand on vit dans des aires d'accueil polluées, on est beaucoup plus exposé aux risques industriels et aux pollutions que quand on vit dans des zones pavillonnaires. Voilà. Et tout ça fait que les voyageurs seront en réalité les premières vigies de la catastrophe écologique. Voilà.
Et donc, bah, c'est aussi ça, moi, que je voulais porter, c'est-à-dire porter cette thématique-là, parce qu'elle n'était pas portée, ou peu portée en tout cas. Et elle est portée aujourd'hui par des collectifs de voyageurs, et notamment le collectif des femmes d'Hélène-Bronchin. Donc Hélène-Bronchin, c'est une ville, enfin c'est un quartier de Lille, et on a un collectif de femmes qui vit sur l'aire d'accueil d'Hélène-Bronchin depuis 14 ans, et qui depuis 14 ans s'est constitué en collectif, justement pour redemander la relocalisation de leur aire d'accueil, qui est entre une usine de béton et une concasserie de pierre, et des champs qui propagent des produits phytosanitaires, des pesticides, etc. Une ligne de TGV très à l'écart de la ville. Et c'est un enfer sur Terre, cette aire, parce que on respire la poussière constamment, on a les vibrations, le bruit. C'est de 5 h du matin à 23 h le soir, l'exploitation de la carrière, etc. Enfin, c'est vraiment fatigant quoi, de vivre là. Et surtout, dans cette aire d'accueil, on vit rarement au-delà de 60 ans. Et ça, c'est un indicateur qui est assez global aux voyageurs, puisque l'espérance de vie des voyageurs, en moyenne en France, est de 15 ans inférieure à la moyenne nationale. Et la dernière étude en date qui est sortie, c'était en février, sur la santé des gens du voyage en Nouvelle-Aquitaine. Elle démontre non seulement que tous les indicateurs sont en rouge, l'espérance de vie, le diabète, tous les indicateurs qui sont aussi des indicateurs de santé très liés à la pauvreté, et très liés aux situations précaires et au fait d'être constamment chassé aussi des endroits où on vit. Et surtout, elle démontre que 22% des voyageurs en Nouvelle-Aquitaine n'ont pas accès à l'eau potable. 22%, c'est le pire indicateur d'Europe, vraiment. Et c'est le pire indicateur de l'OCDE. Et c'est des indicateurs qu'on retrouve dans certains pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est un indicateur de développement. Enfin, si on prend les pays les plus proches, c'est les premiers pays où on retrouve ce niveau d'indicateur, c'est dans l'Afrique subsaharienne. Mais ça démontre aussi qu'on est à la masse complet. Enfin, je veux dire, comment, dans un pays aussi riche que la France, on peut avoir une catégorie de population pour qui 22% n'a pas accès à l'eau potable? C'est inentendable. Je ne sais pas, cet indicateur, il devrait faire sauter au plafond tout le monde. Comment c'est possible, en fait? Voilà. Bah, c'est possible. Voilà. Et c'est possible. Et c'est les discriminations, en fait. C'est le cumul de discriminations, de rejet, de relégation, de chasse, d'expulsion qui font que les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Voilà. Et on a encore des maires aujourd'hui qui, même sur des gens qui ont leur propre terrain, refusent d'ouvrir l'eau potable. Voilà. Et nous, on a beaucoup de procédures à l'association pour aider les gens à avoir l'eau potable. Voilà. C'est bien parce que tu as répondu à pas mal de questions, notamment celles que j'ai pas posées, mais sur le collectif d'Assovas notamment, qui se mobilise beaucoup dans le Nord, j'avais un peu suivi. Là, il reste 3 minutes, on s'était dit qu'on finissait à 45 parce que tu as une permanence et tout en plus à suivre après. Peut-être juste pour conclure, pour finir, on connaît assez mal comment dire, l'historique militant des voyageurs et des voyageuses. J'aurais peut-être voulu qu'on revienne un peu là-dessus, mais on a parlé de beaucoup de choses encore très intéressantes. Peut-être juste pour finir sur la suite de tous les combats à mener. Toi, comment tu le vois, comment tu le sens et notamment, bon, il y a le risque RN à l'Assemblée, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu sens que là, dans l'imaginaire, dans la manière dont ces luttes sont menées depuis longtemps, il y a des choses qui sont possibles à changer, en fait, que ça peut changer en positif? Oui, oui. Alors clairement, les luttes voyageuses, elles existent depuis très très longtemps. En fait, les voyageurs ont toujours lutté contre leurs conditions depuis des siècles. On a des traces de lutte de partout. Souvent, ce sont des luttes individuelles, des luttes isolées, des luttes d'une famille. Mais ces luttes, elles existent. Et les voyageurs, en fait, je crois même que si je devais donner un caractère de l'identité voyageuse en France, c'est le caractère du combat et d'être toujours prêt au combat. Voilà. Ça, je pense que tous les voyageurs dans leur quotidien, ils savent que la lutte arrive tout le temps. C'est au constant. On lutte pour avoir l'électricité, on lutte pour avoir l'eau, on lutte pour le stationnement, on lutte pour l'école, on lutte pour tout. Voilà. Donc, je pense que les voyageurs ont beaucoup à apprendre au reste de la population sur ce que sont les luttes et comment on les mène. Il y a eu des collectifs de voyageurs qui se sont formés dans les années 70, 80, 90, des associations, etc. Et donc, il y a une vitalité, on va dire, de ces collectifs qui existent, même si ils ont du mal à se renouveler, ils ont du mal à trouver des jeunes qui s'engagent aujourd'hui. Et globalement, il y a un manque de professionnalisation qui reste important. En raison de plein de facteurs, mais aussi en raison du fait que ce sont des structures qui manquent cruellement de moyens.
et donc qui est difficile de développer. Bon, bref, si on finit sur ce petit historique, sur les luttes à venir, aujourd'hui, moi, je reste optimiste parce que je pense qu'on ne mène pas un combat en étant pessimiste. À un moment donné, il faut quand même un minimum d'utopie et d'optimisme, même si on peut être réaliste et pragmatique. Mais en tout cas, ça n'empêche pas. Voilà. Je pense qu'il y a deux grands combats à venir. Il y a le combat mémoriel et il y a le combat sur l'habitat. Le combat mémoriel, on en a peu parlé, mais en fait, il faut comprendre que les gens du voyage en France ont été internés, ont été spoliés, ont été maltraités, ont été déportés, ont été exterminés pour certains, ont été violés pour nombre de femmes, ont été spoliés de leurs biens et de leur matériel forain, notamment, et que tout ça n'a jamais fait l'objet d'une reconnaissance avec un vrai statut de victimes des persécutions anti-tziganes en France et en Europe. La France ne reconnaît pas le génocide des tziganes. La France n'a offert qu'un statut d'interné politique à toutes ces personnes, alors qu'elles n'avaient aucune activité politique qui justifiait l'internement. C'était des internés raciaux, mais la France ne l'a jamais reconnu. Et la France n'a jamais ouvert la voie à la moindre réparation. C'est-à-dire que les familles qui ont été spoliées, etc., n'ont jamais eu d'indemnisation. Et aujourd'hui, une famille a tenté un recours au Conseil d'État il y a 2 ans pour être indemnisée des spoliations. Et on leur a répondu, le juge du Conseil d'État leur a dit, effectivement, vous avez été spoliés, mais la loi sur les spoliations ne prévoit que l'indemnisation des spoliations à caractère antisémite. Et c'est vrai, la loi ne prévoit que l'indemnisation des spoliations à caractère antisémite. Or, les spoliations qui ont été faites à ceux qu'on appelait alors les nomades n'ont pas de caractère antisémite. Et donc voilà, on est dans un vide juridique et il y a des perspectives très importantes en matière mémorielle. Les lieux de mémoire, les camps d'internement, aujourd'hui, sont très peu matérialisés. Il va y avoir bientôt un mémorial à Montreuil-Bellay, donc dans le Maine-et-Loire, qui était un des principaux lieux d'internement. Mais très souvent, nous, quand on fait nos cérémonies dans les anciens lieux, dans les anciens camps, on se retrouve à côté de salles des fêtes parce que les camps ont été retransformés en salles de mariage, en golf, en plein de choses. Et il n'y a rien qui indique que c'était des camps. Voilà. Donc il y a un gros effort à faire. Et puis dans les programmes scolaires, je suis désolé, mais voilà, je pense qu'aucun Français n'a entendu parler, très très peu, en tout cas ont eu des professeurs qui leur ont parlé du traitement des persécutions anti-tziganes en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Très peu. On leur a peut-être brièvement évoqué la question du génocide des tziganes en Europe, mais rien sur la France, et très très peu. Après, le truc, c'est que les programmes, ils sont construits aussi en fonction des recherches universitaires et que faut... Mais il y a de la recherche, c'est ça aussi, c'est que l'historiographie, elle est présente. Alors, elle n'est pas aussi, on va dire, développée peut-être que l'historiographie sur la Shoah et les persécutions antisémites, mais elle existe et elle a produit suffisamment de données, largement suffisamment de données, pour avoir des cours, au moins un cours. Enfin, voilà, enfin, je veux dire, on est largement capable de ça. Donc ça, c'est la question du combat mémoriel. Et puis, il y a la question aussi du combat pour l'habitat, et notamment de la reconnaissance de la caravane comme logement. Ça, c'est vraiment un combat que les voyageurs portent aujourd'hui, parce que concrètement, aujourd'hui, un jeune issu du voyage qui veut vivre en caravane aura d'énormes difficultés à accéder à un terrain où il peut vivre, aura comme choix finalement de vivre que sur des aires d'accueil dégradées et insalubres, avec des conditions sociales et socio-économiques compliquées, parce que, encore une fois, on a beaucoup de personnes qui se sont fixées sur les aires faute de moyens et par la pauvreté, en fait, et aura peu de choix, en fait, pour voyager. Donc, la reconnaissance du mode de vie du voyage et cette protection, elle est nécessaire, mais elle nécessite que l'État et que les Français comprennent qu'en fait, c'est un patrimoine commun. Et que préserver le droit de ces minorités qui ont ces modes de vie, eh bien, c'est préserver les droits de tout le monde. Parce que quand on a introduit, par exemple, des dispositifs pour punir l'installation illicite, et notamment l'installation sur le terrain d'autrui il n'y a pas si longtemps, l'amende forfaitaire délictuelle, qui est l'AFD, donc qui a porté en premier sur les gens du voyage,
on a dit à tout le monde, attention, si vous laissez faire l'AFD, donc l'amende forfaitaire délictuelle sur les gens du voyage, vous allez vous le manger en pleine dent. Ils ont testé sur les gens du voyage. 2 ans après, ils ont élargi à 20 délits et qui concernent aujourd'hui tout le monde, et notamment les jeunes qui stationnent dans les cages d'escalier, qui peuvent prendre une amende de 500 €, une amende forfaitaire sans passer devant le juge. Voilà. Et au bout de quelques amendes, votre casier judiciaire est ouvert. Voilà. Mais parce qu'on ne fait pas attention aux droits des voyageurs, il faut toujours comprendre qu'on est des vigies de vos libertés fondamentales. À partir du moment où on porte atteinte à une liberté, tôt ou tard, on portera atteinte aux vôtres. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose de primordial à comprendre et c'est quelque chose qui doit forger aussi la question des luttes à gauche. Je pense qu'on a beaucoup oublié ça dans nos mouvements militants et notamment dans les mouvements progressistes, on a beaucoup oublié ça. Il y a des personnes qui ont des positions de vigie dans la société et notamment sur les libertés fondamentales. Voilà. Donc ça offre des perspectives de lutte et moi, tout mon travail aujourd'hui, c'est de faire en sorte de décloisonner la lutte des voyageurs, de la sortir de son invisibilisation, de la sortir aussi de son entre-soi, parce qu'on a aussi nos responsabilités, notre part de responsabilité dans l'isolement de nos luttes, et de faire en sorte que ces sujets soient portés à des niveaux supérieurs, et surtout soient portés auprès des autres comme des sujets collectifs. L'habitat des voyageurs, ça concerne aussi les non-voyageurs. Parce que si les non-voyageurs veulent ne plus voir d'installations entre guillemets sauvages, puisque c'est comme ça que les nomment beaucoup de gens, dans leur ville, il va falloir travailler ensemble. Hein. Ça ne se fait pas tout seul, quoi. Voilà, c'est pas en punissant les gens qu'on n'en verra plus, au contraire. Donc tout ça, c'est le bien commun, en fait. Voilà. Comment on fait société tous ensemble? C'est la grande question et c'est ce qui doit guider, je pense, notre militantisme dans les années à venir. Écoute, c'est une bonne conclusion. Hein. Merci. Merci beaucoup, William. C'était vraiment très fort que ta voix a pu s'exprimer et tout, etc. Et puis que tu aies fait cet appel aussi, tu vois, j'avais parlé un peu d'antivalidisme et tout, ouais, la nécessité qu'on décloisonne tous nos luttes, quoi. Merci beaucoup, William. Merci à vous, en tout cas. Je vous souhaite une super journée. Bonne journée, bon courage et merci. Allez, à très vite. Ciao. Merci, à très vite. Salut.